Voilà. Bonjour Dimitri, comment tu vas? Bah bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait très plaisir que tu aies accepté de venir. Très rapidement sur Twitter, tu m'as répondu très vite pour venir parler justement de ton dernier ouvrage, pour parler des voyages d'Adrien, et puis plus particulièrement pour parler aussi bien de l'Empire romain. On va en profiter pour en discuter. Je vois qu'il y a une super collection de Belin en plus derrière toi, très complète évidemment. En plus, elle est en grand format. Alors, Dimitri, pour te présenter, tu es agrégé et docteur en histoire romaine à Lyon 3. Tu es aussi professeur en lycée. Et donc, ce qu'on fait souvent quand on a des invités, ce que je fais tout le temps même, c'est que j'essaie un petit peu de comprendre d'où vient cette passion de l'histoire, d'où vient aussi cette envie de prendre tel sujet, telle période, parce qu'il y a toujours voilà, une appétence particulière quand on arrive à la fac, quand on passe le bac, quand on arrive en fac d'histoire, on se dit, on se rend compte qu'on a une appétence plus particulière pour telle période, tel sujet. Toi, toi, c'est l'Empire romain. Comment est-ce que tu as préféré cette période? Est-ce que c'était pendant tes études supérieures ou est-ce que c'était avant? Alors ça remonte assez loin en fait, ça remonte à l'époque de la primaire, hein, je dirais. Ah oui, d'accord. Euh, il y a eu l'époque égyptien, comme beaucoup je pense, hein, de fans d'histoire. Et puis plus précisément en fait, hein, j'ai une partie de ma famille hein, qui vit dans la région de Rome. Donc depuis que je suis enfant en fait, hein, j'ai eu l'habitude de voir des sites antiques et archéologiques. Donc forcément ça a développé une fascination assez tôt hein, pour cette période et pour les traces hein, qu'on peut encore voir aujourd'hui. Alors oui, oui, du coup, toi, tu as été plongé assez rapidement, et puis c'est vrai que du coup, s'il y a ce contexte familial en plus aussi, ça aide, j'imagine. Donc tu fais une licence, tu développes après, j'imagine, sur le master. Alors forcément, on demande des aptitudes particulières pour aller en histoire antique. Moi, je me souviens quand j'étais à la fac, forcément, moi, je me posais la question, est-ce que je voulais faire un master recherche? Est-ce que je voulais partir en contemporaine ou en histoire antique? Mais ça demande quelque chose de particulier parce que il faut quand même bien savoir, il faut pouvoir parler des langues anciennes, ou en tout cas bien les connaître. Mhm. Alors, c'est vrai que par rapport à d'autres périodes comme la période contemporaine, hein, par exemple, il y a une différence énorme, hein, époque moderne aussi ou même Mhm. médiévale. On n'a pas d'archives en fait, hein. L'historien de l'Antiquité va pas dans les archives municipales ou nationales hein, pour faire ses recherches. Donc, on est dépendant des textes, hein, effectivement, qui pour beaucoup sont traduits, mais même si on a les traductions, maîtriser le latin et le grec hein, est quand même indispensable, puisque les traductions peuvent être biaisées, elles peuvent être orientées, et c'est important effectivement de pouvoir retourner au plus près hein, des textes antiques, parce que sur un même mot, on peut avoir des variations hein, qui influent vraiment le sens hein, de ce que veut dire l'auteur. Donc ça, c'est un premier point. Et puis également, être à l'aise en fait avec une multitude de sources hein, qui ne sont pas que les textes. En histoire antique, contrairement à d'autres périodes, hein, on peut avoir un déficit de sources hein, bien souvent, ou même un manque hein, parfois. Donc, il faut être capable de faire parler en fait les moindres indices dont on dispose Waouh. et de les croiser. Alors, les autres sources, il faut être à l'aise aussi en épigraphie, c'est-à-dire la science hein, des inscriptions, être capable également d'interpréter les monnaies, donc c'est la numismatique, interpréter également les apports de l'archéologie, donc dans mes différents champs de recherche en fait, hein. Alors, j'ai une formation d'historien avant tout, donc je m'appuie essentiellement bon, sur l'apport des textes, mais en fait, mes études seraient biaisées et faussées si je ne prenais pas en compte, évidemment, les apports de l'archéologie. Ce qui est vrai quand on étudie l'alimentation, par exemple, hein, Mhm. ça permet vraiment de corriger pas mal de choses, d'idées reçues, de dire des choses également que les textes ne mentionnent pas. Donc, il faut être capable, en fait, de croiser cette multitude de sources qui nécessitent des méthodes également d'approche et d'analyse différentes. Donc, voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de sciences de l'Antiquité au pluriel, parce que, Mhm. en fait, avec l'archéologie notamment, on a une multitude de sous-domaines en quelque sorte hein, qui se développent pour apprécier au mieux ces sources et les étudier. Mm. Ouais, c'est ça, il faut les étudier, les surétudier, être capable d'utiliser plusieurs choses. Donc moi j'ai une question très bête parce que du coup tu sais très bien lire le latin. Est-ce que tu serais capable de, je sais pas, je me pose la question, ça m'a toujours intrigué. Est-ce que tu saurais parler le latin, genre avoir une discussion en Alors, latin? honnêtement, non. Alors, ce qui est compliqué avec le latin, enfin, par rapport à nos langues, par rapport au français notamment, c'est le Mhm. système de déclinaison en fait qui oblige évidemment alors, quand on traduit un texte dans son bureau, hein, par exemple, Mhm. évidemment, on prend le temps d'analyser la structure de la phrase, alors qui peut être plus ou moins complexe hein, selon les auteurs, Oui. et puis voilà, de voir la fonction de tel ou tel terme, hein, et voilà, donc le parler de façon spontanée,
Bah, ce serait un latin assez maladroit et qui, à moins D'accord. qu'à voilà, si on parlait à un Romain de l'époque, se moquerait de nous, en fait. D'accord, d'accord. Bon, je me suis dit, c'est parce que c'est vrai que je me pose la question toujours, parce que c'est vrai que j'ai pas mal discuté avec des historiens de la période contemporaine, un petit peu moins avec des historiens de la période antique, et donc du coup, je me suis toujours un petit peu posé cette question. Donc, il y a aussi, alors, il y a des domaines de prédilection aussi que pour toi, et il y a notamment l'histoire de la nourriture aussi chez Oui. les Romains. Et comme je te le disais juste avant l'émission, quand on était en call, j'ai une petite question sur les Romains. Alors, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle L'Empire romain par le menu. Donc, tu es aussi spécialiste de quoi? Comment est-ce qu'on mangeait, les habitudes culinaires finalement de cette période. Et je me souviens que j'avais mon premier prof d'histoire, Monsieur Pernaud, donc en sixième, qui était un fin gourmet qui adorait manger. Il nous en parlait très souvent. Et il nous disait qu'il y avait à côté de chez lui donc un restaurant qui s'était ouvert et qui voulait refaire des plats à la romaine. Et il disait c'était fade au possible, c'était pas très bon, etc. Et je me suis dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou est-ce que finalement il en a pas rajouté un petit peu? Donc je voulais un petit peu te poser la question, en profiter que tu sois là pour un petit peu démystifier comment est-ce que, enfin à quoi ressemblait l'assiette d'un Romain il y a plusieurs siècles. Ouais. Alors, bah, déjà, ça dépend évidemment de la catégorie sociale, hein, selon qu'on appartienne évidemment aux catégories sociales, aisées, hein, de l'élite, Mhm. sociale, politique ou, aux catégories des plus pauvres. Alors justement, si on se place, hein, du point de vue des plus riches, c'est assez surprenant justement qu'il ait mentionné, des saveurs plutôt fades parce qu'au Mhm. contraire, quand on lit les recettes, d'époque romaine, on voit, alors notre principale source, hein, c'est Apicius, l'art culinaire Mhm. et en fait, quand on regarde la composition des sauces, on peut avoir jusqu'à une dizaine d'ingrédients aromatiques. En fait, les produits aromatiques, les épices, hein, sont omniprésents dans les recettes romaines. Mhm. On va avoir du poivre, par exemple, hein, de la coriandre et puis, on rajoute, pas mal de sauces aussi, alors notamment la fameuse sauce de poisson, hein, qu'on connaît souvent, qui est le garum, hein. Oui, C'est, bien sûr, bien sûr, bien poisson, sûr. voilà, des entrailles de poisson qui macèrent, en fait, hein. Les Romains en mettaient, et les Grecs aussi d'ailleurs, hein, en mettaient vraiment, dans bon nombre Mhm. de plats, aussi bien sucrés que salés. Donc en fait, c'est une cuisine qui, mêle beaucoup de saveurs différentes justement, où on n'hésite pas à mêler le sucré et le salé et finalement, les ingrédients de base, hein, nous sont pas inconnus, mais c'est les associations, ce sont les mélanges en fait, hein, qu'opèrent les cuisiniers romains qui pourraient, nous surprendre. Alors j'ai eu l'occasion de tester à plusieurs reprises, hein, des plats romains reconstitués. C'est quelque chose qui se développe pas mal, hein, aujourd'hui, en Europe et ça permet de, voilà, de se rendre compte justement des saveurs qu'expérimentaient les Romains. Donc ça peut surprendre en effet parce que, on a des associations auxquelles on n'est pas habitué. Ah oui, c'est ça. Alors là, je vous ai mis des cuves à garum Ouais, justement. alors justement, ouais, le site que tu es en train de montrer, c'est, le site des Plomarques, hein, c'est en Mhm. Bretagne. Donc oui, là, ce qu'on voit, ce sont des cuves, hein, en fait, où les entrailles de poisson enfin les poissons étaient mis à en décomposition en fait, hein, Mhm. avec du sel, avec des produits aromatiques et la sauce qui était récupérée de cette décomposition, permettait ensuite, bah, d'être, était mise en amphore ensuite, hein et puis, commercialisée et ce qui est intéressant, c'est en fait aussi de suivre, les circuits commerciaux qu'empruntaient ces produits parce qu'avec les amphores qu'on trouve au niveau archéologique, on peut, retracer les circuits commerciaux. Mhm. Et on voit qu'il y avait des zones de production, assez privilégiées, notamment, je pense à la Sicile, l'Afrique du Nord, le sud de la Gaule, un petit peu l'Espagne et on en trouve de partout et en Italie, on voit qu'on en importe des quantités phénoménales. Oui, c'est ça. Non, mais donc, en vrai, comme on parle, j'imagine que du coup, avec l'agrandissement de l'Empire, de la République, c'est aussi, j'imagine, une nourriture qui a beaucoup évolué au fil du temps, amenant épices et différents ingrédients pour venir enrichir ce qu'il y avait déjà en Italie. Oui, oui, en fait, alors il y a un tournant qui est important, hein, c'est l'époque des conquêtes romaines. Donc là, on est au Mhm. 2e siècle avant Jésus-Christ surtout. Alors ça commence au 3e siècle avant, mais au 2e siècle avant et 1er siècle avant, Rome s'étend de plus en plus en Méditerranée. C'est l'époque où Rome, vient à bout de Carthage, hein, pendant les guerres, puniques Mhm. et où Rome aussi commence à mettre pied en Orient, alors en Macédoine, en Grèce, hein, en Asie mineure. Et en fait, jusque-là, les mœurs, romaines, alors en tout cas à table, hein, étaient assez sobres, hein, on vante, hein, une cuisine assez simple où voilà, il y a pas de grande sophistication et en fait, à mesure que les Romains sont au contact de la culture hellénistique, donc ce qu'on appelle le monde hellénistique, hein, c'est en fait, l'ensemble des royaumes qui sont créés après la mort d'Alexandre. Mhm. Là, en fait, les Romains découvrent, tout un univers culturel, alors dans le domaine de l'art, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de la médecine, de la littérature et cetera. Donc, faut vraiment imaginer qu'il y a tout un monde qui s'ouvre à eux, en fait et que lors de ces conquêtes, il y a beaucoup d'esclaves, hein, évidemment, qui sont capturés, qui sont amenés ensuite, à Rome et parmi ces esclaves, on a des artistes, des peintres, des sculpteurs, on a des médecins, on a des savants, on a des cuisiniers aussi, qui vont s'arracher à prix d'or sur les marchés
Et l'arrivée de ces cuisiniers à Rome, en fait, bouleverse les habitudes de la table, hein, de l'élite, qui commence voilà, à imiter cette sophistication qui sont observées à l'extérieur. Alors après, il y a un discours moral aussi qui va se greffer là-dessus, où certains esprits un peu conservateurs, hein, comme le sénateur Caton le Mhm. censeur, disent voilà, succomber au luxe, en fait, finalement, c'est perdre un peu notre identité face aux influences de l'étranger. Mhm. Donc, il vaut mieux rester dans la frugalité des origines plutôt que succomber face à ces tentations que nous offrent les Grecs, en quelque sorte. Ah, d'accord, c'est intéressant. C'est des trucs, c'est des questions qui se posent aussi sur l'identité romaine qui a beaucoup évolué aussi au fil de la période. Non, mais merci beaucoup, Dimitri, d'éclairer ma lanterne parce que c'est vrai que c'était resté comme une sorte de ce restaurant qui avait ouvert, bah justement, c'était pas loin de Plomarc parce que c'était à Douarnenez, donc tu vois, c'était vraiment pas très loin et qui avait fermé ses portes quelques mois plus tard. Bon, comme quoi le succès n'avait pas été au rendez-vous, ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait malheureusement. Alors, si tu es là aussi pour, voilà, pour discuter avec nous, c'est pour parler, eh bien, on a parlé un peu des conquêtes romaines, mais là, on va parler d'une période qui est plus tardive. On passe cette fois-ci eh bien, à l'époque de l'Empire romain qui arrive en 27 après Jésus-Christ. Et parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Les Voyages d'Adrien. Alors, Les Voyages d'Adrien sur les traces d'un empereur nomade. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce personnage, au voyage aussi, parce que c'est aussi une thématique du voyage que tu apportes dans cet ouvrage, et puis aussi qui répond à Marguerite Yourcenar qui avait aussi écrit un ouvrage sur où cette fois-ci elle faisait parler Adrien, et donc est-ce qu'il y a un petit peu tout ça qui s'est mélangé aussi? Alors, le choix d'écrire un ouvrage hein, sur Adrien, alors déjà, en fait, je voudrais rappeler que c'est un travail de recherche hein, que j'avais effectué en master. Donc, ça avait été l'objet de mon travail de mémoire. Donc, j'avais d'abord travaillé sur les voyages d'Adrien, puis ensuite, j'avais travaillé sur les relations entre les empereurs et les cités de Syrie. Mhm. Donc, on va dire que le dénominateur commun, finalement, c'était quelles étaient les relations que les empereurs entretiennent avec les provinces, avec les cités. Et justement, les voyages, en fait, sont un bon moyen de comprendre comment fonctionne l'Empire. Et finalement, ce qu'est être empereur. Alors, on va le voir, hein, Adrien, c'est un cas un petit peu à part. D'autres empereurs ont voyagé, évidemment, hein, c'est le cas d'Auguste, par exemple, mais aucun empereur comme Adrien eh bien, n'a voyagé dans quasiment toutes les provinces. Mhm. Adrien, c'est le seul empereur qui a quasiment visité chaque province de l'Empire. Alors, après, ce qui m'intéressait, donc, au-delà de la seule dimension politique hein, de ces voyages, hein, sur lesquels on va revenir, bah, c'est aussi la dimension culturelle, parce que finalement, suivre les voyages d'Adrien, bah, c'est aussi explorer en quelque sorte la diversité des territoires de l'Empire, qui en fait est loin d'être un ensemble homogène, au contraire, hein. Il faut imaginer qu'en fait, cet empire, c'est un agglomérat de différentes cultures, de différentes traditions, de différentes histoires, de différents peuples, hein, de différentes langues, de différents dieux. Et donc, finalement, ces voyages permettent vraiment d'en appréhender toute la diversité. Mhm. Et puis, également, ce qui me semble intéressant, alors, en histoire, évidemment, il faut toujours être prudent et, Ah, ça coupe un petit peu. et, Alors, on a une petite coupure, il va falloir qu'on reprenne la phrase, évidemment. Alors attendez, on va récupérer notre invité dans quelques instants. Ça arrive, aïe, aïe. Les voyages. Attendez, je vais refaire le call. Je vais rappeler. Aïe, dommage. Il était à deux doigts de nous révéler le secret de l'Empire romain. On était à deux doigts de ça. On est. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est terminé. Non, on va rappeler, on va rappeler. Oui, Dimitri, ça a ouais, coupé, ça a coupé, donc je me suis permis ça, de couper. Et normalement, pas on de est souci. de retour. Voilà, super, c'est bon. Ça y est, je t'ai La qualité, récupéré. c'est bon, la liaison, ça va? Tout Ouais. va bien. La liaison est rétablie, c'est nickel. Donc oui, tu es en train Alors, justement super. de... Oui, vas-y, reprends. Alors, du coup, je ne sais plus où ça a coupé. Enfin, je Alors parlais ça des. a coupé au... Excuse-moi, ça a coupé au... Bah, il y a 10-15 secondes environ. Tu nous parlais justement du voyage d'Adrien, de tes sujets d'études, etc. Et aussi, moi je pouvais aussi poser la question des sources peut-être aussi Oui, oui. sur ce travail-là. Oui, alors, bon, comme je viens de le dire, en fait, il y a plein d'aspects de l'histoire romaine, finalement, et de la civilisation romaine qu'on peut aborder. Donc, Mhm. aussi bien la politique que la défense, hein, parce que ces voyages, ils ont aussi un but militaire, on en reparlera, et puis leur dimension culturelle. Mhm. Et puis, l'autre intérêt, donc, par rapport à ta question, c'est la question des sources, parce que pour étudier ces voyages, hein, comme je le disais un petit peu en introduction,
en fait, il faut solliciter quasiment toutes les sources dont dispose l'histoire de l'Antiquité. Alors les textes fournissent, on va dire, une trame générale, mais les textes ont plusieurs limites. C'est que bien souvent, les historiens de l'Antiquité, dans leur description, dans leurs récits, parfois peuvent être très généraux, voire assez flous. Donc Mhm. ça, c'est un premier point, on n'a pas de grande précision. Et c'est là que, par exemple, la numismatique, les monnaies, peuvent nous aider un petit peu à affiner la chronologie, par exemple, ou les inscriptions également. Par exemple, on va dire que l'empereur est passé dans telle province, voilà, durant telle période de son règne, on n'en sait pas plus, mais une inscription retrouvée dans telle cité de Grèce, par exemple, ou d'Asie mineure, permet de dire, voilà, c'est durant telle année, voire tel mois, ou même tel jour, que l'empereur est passé. Donc, une multitude de sources, donc les textes, la numismatique, donc les monnaies, les inscriptions, et l'archéologie, parce qu'en fait, lors des voyages d'Adrien, dans bon nombre de cités, des constructions vont être développées. Donc, il peut s'agir de bâtiments publics, hein, bien Mhm. souvent, ou de temples, hein, par exemple. C'est le cas à Athènes. Et donc, ça sont alors, on pense aussi au mur d'Adrien, évidemment, dans la province de Bretagne, hein, donc en Angleterre actuelle. Donc, on a aussi des traces encore bien visibles aujourd'hui, finalement, des voyages d'Adrien. Et donc, en croisant toutes ces sources, eh bien, on peut reconstituer le fil de ces voyages et finalement arriver à une chronologie relativement précise. Ah, c'est Même intéressant. s'il y a des zones d'ombre, il y a des moments du règne, alors notamment sur la fin, bon, par moment, on ne sait pas trop où est Adrien. Est-ce qu'il Mhm. est en Judée en train de mener les opérations militaires suite à une révolte? Est-ce qu'il est retourné à Rome? Donc, parfois, malgré tout, voilà, on a des zones un peu obscures, hein, sur la chronologie. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, pour le coup, tu as été obligé de croiser toutes ces sources et de voilà, qui doivent se compléter, se répondre les unes les autres. Donc c'est un travail hyper précis. Ça te demande à ce que tu sois, on va dire, capable de voilà, travailler sur sur la numismatique, qui est un travail bien particulier sur la monnaie, regarder quand est-ce qu'elle a été frappée, quel visage, quel profil. Enfin, il y a plein de choses et qui représentent aussi des scènes aussi des fois de vie, Ouais, de tout à fait. célébration. Donc c'est des choses qui sont, il faut savoir le faire aussi. Et on va y revenir sur ces voyages d'Adrien, sur eh bien, qu'est-ce que le voyage aussi à cette période-là, comment est-ce que voyage un empereur, qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation pour les villes, pour ce cortège aussi. Mais d'abord, j'aimerais que comme ça, on ait tous les outils en main. Comment est-ce que se porte l'Empire à ce moment-là? On va faire une sorte de contextualisation. Comment se porte l'Empire romain? Qu'est-ce que c'est d'être empereur? Est-ce que, et à quel stade est-il à ce moment-là cet empire? Ouais. Alors, peut-être déjà resituer chronologiquement aussi Adrien, ça me semble important. Alors, donc je rappelle, hein, que on passe de la République à l'Empire, hein, avec Auguste, hein, en 27 avant Jésus-Christ, et puis le 1er siècle, et voilà, une période où succèdent donc Julo-Claudien, Flavien, et puis donc on arrive au 2e siècle, hein, donc voilà une chronologie. Et donc Adrien arrive au pouvoir donc en 117 après Jésus-Christ, et il succède donc à son prédécesseur Trajan. Alors, justement, il faut revenir un petit peu sur Trajan pour comprendre la situation de l'Empire, hein, durant le règne d'Adrien. Alors, je viens de parler d'Auguste à l'instant. En fait, Auguste, à la fin de son règne, hein, explique que voilà, l'Empire en fait, hein, doit être limité, hein, aux bornes qu'il a fixées. Donc, il y a eu des tentatives, hein, de conquête, notamment en Germanie, mais qui ont assez mal tourné. On pense à la bataille de Teutobourg, hein, en 9 après Mhm. Jésus-Christ. Et voilà, dans la vision d'Auguste, hein, de l'Empire, il faut rester aux bornes qu'il a fixées. Mais avec Trajan, on a une vision assez différente finalement, où l'empereur se considère comme un nouvel Alexandre en quelque sorte, un nouvel Alexandre le Grand. Ça, c'est assez présent dans l'idéologie, hein, développée par Trajan. Alors, ça se concrétise par des conquêtes. Et en fait, depuis l'époque augustéenne, finalement, hein, alors il y a eu une parenthèse, il y a eu la conquête, hein, de la Bretagne dans les années 40, donc la Bretagne qui est l'Angleterre actuelle par l'empereur Claude. Donc ça a été une étape importante, hein, d'expansion de l'Empire. Mais avec Trajan, on passe à une étape supérieure, puisque sont conquis pardon, deux grands territoires. La Dacie, donc la Dacie, ça correspond à la Roumanie actuelle, c'est au nord du Danube. Mhm. Donc là, au début des années 100. Et puis ensuite, Trajan se tourne vers l'Orient. Alors, je faisais le parallèle avec Alexandre et on retrouve un peu cette idéologie, hein, d'imitation de l'Alexandre en allant combattre les Orientaux. Alors, Alexandre, hein, c'était les Perses, les Achéménides. Et là, avec Trajan, c'est une autre dynastie perse qui est au pouvoir, qui sont les Parthes. Et les Parthes, en fait, avec les Germains, on pourrait considérer que ce sont les ennemis héréditaires de Rome, en quelque sorte. Et d'ailleurs, qui ont infligé quelques défaites, hein, aux Romains. Dans les années 50 avant Jésus-Christ, hein, les Romains subissent une terrible défaite lors de la bataille de Car.
Les enseignes des légions sont prises. Alors pour les Romains, c'est terrible de perdre leurs légions, leurs aigles de légion, leurs enseignes, parce que ce sont des objets sacrés. Donc voilà, Rome a un souvenir un peu amer aussi des luttes contre les Parthes. Alors, il faut savoir qu'en fait, Rome et l'Empire parthe, donc en gros qui couvre la Mésopotamie, alors l'Iran actuel, une partie de l'Irak actuel, se disputent avec Rome le contrôle d'un royaume qui est le royaume d'Arménie, donc qui se trouve à l'est de la Turquie actuelle. Et donc, ce royaume d'Arménie, en fait, est un royaume, on va dire, semi-indépendant. C'est ce qu'on appelle un royaume client. Il y a un roi à sa tête, mais en fait, qui prête allégeance tantôt aux Parthes, tantôt aux Romains. Et en fait, Rome et les Parthes se disputent l'influence sur ce royaume. Donc, ça illustre bien ce qu'est aussi l'impérialisme. L'impérialisme, ce n'est pas seulement contrôler directement des territoires, mais c'est aussi développer des sphères d'influence au-delà des zones de contrôle direct. Alors, il y a régulièrement donc des tensions entre les Parthes et Rome. On a aussi des périodes de négociation, des périodes de trêve. On a même des échanges commerciaux, et l'archéologie le montre, avec la cité de Palmyre par exemple, qui se trouve dans l'est de la Syrie. Mais voilà donc qu'avec Trajan, au cours de 2 grandes campagnes, eh bien, les Parthes, l'Empire parthe en tout cas, est conquis en grande partie, dans la région de la Mésopotamie, qui devient une province romaine. Et Trajan réussit à s'emparer de la capitale, qui s'appelle Ctésiphon. Et évidemment, c'est un immense succès, au terme duquel donc Trajan célèbre évidemment un triomphe à Rome, ce qui est le cas donc à l'issue de chaque conquête. Alors, il gagne aussi un territoire qui est transformé en province, qui est l'Arabie, donc qui couvre le nord de l'Arabie Saoudite, une partie de la Syrie, une partie de la Jordanie actuelle. Donc ça, c'est en 106. Donc 3 grands territoires, si on résume, la Dacie, donc en gros la Roumanie actuelle, la Mésopotamie et l'Arabie. Donc autant dire que c'est un gain territorial quand même assez important. Alors, Trajan donc meurt en 117 et en fait, à sa mort, pour revenir un petit peu à ta question de départ, l'Empire atteint son apogée. Jamais l'Empire n'a été aussi étendu qu'il ne l'est donc à la mort de Trajan. Mais le problème, c'est qu'en fait, Rome n'a pas les moyens humains de tenir ses conquêtes. Alors, contrairement à ce qu'on imagine bien souvent, en fait, Rome, au niveau des effectifs militaires, a juste le nécessaire et même souvent est un peu en flux tendu par rapport aux défenses des frontières. C'est-à-dire que, on le voit notamment au IIIe siècle, lorsqu'il y a une attaque concentrée sur un point de la frontière, parfois il faut dégarnir une autre frontière pour faire venir des renforts. En fait, on estime à peu près à l'époque impériale qu'il y a en tout 300 000 hommes. La moitié des légionnaires, donc des citoyens, l'autre moitié des auxiliaires. 300 000 hommes pour défendre quand même toutes les frontières de l'Empire, ce qui n'est pas finalement... C'est compliqué, voilà. ça fait une belle distance, quoi. Voilà. Et donc, en fait, dans le cadre de la Mésopotamie, eh bien, on le voit, on va le voir tout de suite après, c'est assez compliqué de tenir des territoires aussi vastes, d'étendre encore les frontières. Et puis, prendre un territoire, c'est une chose, mais ensuite le pacifier, soumettre les populations, c'en est une autre. Et on le voit dans les phases de conquête, parfois, certaines populations mettent un peu de temps à être dominées et avoir le territoire pacifié. Et même dans certaines provinces, c'est le cas en Judée par exemple, à plusieurs reprises, sous le règne de Néron, et justement sous le règne d'Adrien aussi, on assiste à des révoltes assez importantes, où l'autorité romaine est remise en question. Donc, territorialement, un empire qui atteint vraiment son apogée. Mais, on le voit finalement, malgré l'image d'empire tout-puissant, quelques fragilités quand même. Et on va le voir justement, si Adrien est aussi attentif aux armées et aussi attentif aux frontières, c'est parce qu'il ressent le besoin de consolider tout ce système. Ensuite, au niveau global, politiquement, c'est une période de stabilité. En fait, on est sous la dynastie des Antonins, et souvent on appelle cette période l'âge d'or de Rome. Alors, il faut toujours être prudent avec les notions d'âge d'or. Oui, c'est ça. Voilà, quand on regarde dans le détail, souvent il y a des fragilités évidemment qui sont présentes. Donc voilà, je suis assez prudent avec cette notion d'âge d'or, mais en tout cas, c'est vrai quand même, c'est une période d'extension maximale, une période de prospérité économique. On voit que beaucoup de cités, c'est le cas de Lyon par exemple, ou de cités d'Orient aussi, atteignent vraiment leur apogée en termes de développement architectural, en termes d'échanges, en termes de prospérité. On le voit sur le plan archéologique aussi. On le voit par les inscriptions parce qu'elles témoignent aussi des dynamiques économiques, sociales, financières des cités. Et puis également, un empire, donc je le disais, qui atteint une période de stabilité au niveau politique parce que sous cette dynastie des Antonins, alors qui commence traditionnellement avec Nerva, donc on est en 96, c'est un règne assez court qui dure 2 ans, et on va jusqu'au règne de Commode. Alors, à l'époque donc de Marc Aurèle de Commode, donc là on est à la fin du IIe siècle, les choses commencent à changer.
puisque, donc là, on voit Commode, hein, justement, Mhm. donc, qui succède à Marc Aurèle, qui est le dernier empereur des Antonins, qui meurt en 192. Là, les choses commencent à se compliquer parce que sur les frontières, évidemment, les guerres avec les barbares s'intensifient, hein, notamment dans la région danubienne. Et à cela, il faut ajouter une épidémie, en plus, qu'on appelle la peste antonine, alors qui semble plutôt être une épidémie de variole, hein, mais en tout cas, qui semble voilà, se propager quand même assez rapidement et largement dans l'Empire. Mais en tout cas, entre Trajan et le règne d'Antonin le Pieux, donc c'est-à-dire, on va dire, entre 98 et 161, donc qui est la date, hein, de la mort d'Antonin, Mhm. on a vraiment une période de stabilité. Il n'y a pas de problème dans la transition du pouvoir, ce qui a pu être le cas, par exemple, à la mort de Néron, parce qu'après la mort de Néron, on a une guerre civile, il n'a pas de Mhm. successeur. Et là, donc, on a on a ce qu'on appelle aussi les bons empereurs. Alors après aussi, là, c'est une construction historiographique finalement où on a un petit peu idéalisé, hein, ces empereurs. Mais Adrien, par exemple, on voit dans les sources, hein, c'est un peu plus nuancé. On le Mhm. présente comme un empereur, par exemple, qui parfois n'hésite pas à éliminer certains sénateurs, hein, qui pourraient lui causer de l'ombre. Donc, bon, en tout cas, des périodes une période de stabilité où les empereurs sont plutôt mesurés dans leur exercice du pouvoir. On n'a pas du tout l'image de l'empereur tyran comme on peut retrouver avec Commode, par exemple, ou Caligula. Donc voilà, un tableau globalement quand même plutôt positif. Mais en même temps, des facteurs de fragilité qui sont bien présents et qui vont éclater finalement à partir du règne de Marc Aurèle notamment. Un colosse au pied d'argile, cet empire romain, donc à ce moment-là, avec des frontières comme, donc qu'il faut réussir à garder. Alors moi, j'ai quelques questions qui me viennent en tête. Déjà, le rôle de l'empereur à ce moment-là. L'empereur est seul à la tête de Rome. Y a-t-il encore un sénat à ce moment-là? Quel est son rôle? Quelle est son influence sur l'empereur? Et quelle est, on va dire, comment est-ce que se joue en fait l'administration entre ces pouvoirs? Alors, par rapport à l'organisation de l'Empire, alors Mhm. évidemment, quand on parle de la période impériale, on a l'image d'une sorte de monarchie, on aurait l'empereur tout-puissant C'est un au peu ça, sommet. c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Voilà, et en fait, en réalité, il faut composer avec le Sénat. Le Sénat, même si le Sénat a perdu beaucoup de ses prérogatives, il n'en demeure pas moins que l'empereur ne peut pas gouverner sans le Sénat. Mhm. Ne serait-ce que par exemple, lorsqu'il accède au pouvoir, l'empereur doit se voir reconnaître son pouvoir par le Sénat. Alors pourquoi est-ce que l'empereur s'embête, entre guillemets, hein, à conserver le Sénat dans le système, hein, politique romain? En fait, une fois de plus, il faut remonter à l'époque d'Auguste. Alors je rappelle que Auguste, hein, prend le pouvoir en 27 avant Jésus-Christ, au terme d'un premier siècle avant Jésus-Christ qui a été très troublé, perturbé par des guerres civiles incessantes, hein, depuis le début du siècle, et qui ont débouché sur des violences, sur voilà, une perturbation de la vie politique, hein, une anormalité que lui a réussi à rétablir en fait. Alors, il faut remonter encore un petit peu avant avec César. Lorsque César est assassiné, en fait, on est dans une période vraiment d'incertitude. César, je rappelle, hein, a été assassiné en 44 avant Jésus-Christ parce que il a été accusé, enfin, on a considéré chez certains sénateurs, hein, qu'il a voulu fonder une nouvelle monarchie. Or, les Romains détestent la monarchie. Depuis la fin de la monarchie en 509 avant Jésus-Christ, bon, même si c'est une date probablement reconstituée et Mhm. semi-légendaire, en tout cas, la République s'est fondée au lendemain du renversement du dernier roi de Rome, hein, Tarquin le Superbe, et à partir de là, les sénateurs se jurent voilà, d'éviter à tout prix un retour à une monarchie qui serait vue comme une tyrannie. Donc, César est accusé de vouloir monopoliser le pouvoir, hein, par exemple en étant dictateur à vie, et donc ça explique la conjuration qui mène à son assassinat. Bien, donc il meurt en 44. Ensuite s'ouvre une période de guerre civile, donc d'abord entre les partisans de César et les césaricides, et puis ensuite, donc là c'est bien connu, hein, Octavien, donc, qui devient Auguste ensuite, Mhm. euh, s'affronte avec Marc-Antoine, qui était aussi un fidèle de César, et en 27 avant Jésus-Christ, Octavien se retrouve seul à la tête de l'Empire. Puisqu'en 31 avant Jésus-Christ, avec la fameuse bataille d'Actium, une bataille navale, hein, au large de la Grèce, Cléopâtre et Antoine sont vaincus, et Octavien, voilà, avec des pouvoirs exceptionnels que lui a confié le Sénat, se retrouve seul maître de Rome. Et en fait, Octavien ne veut pas répéter les erreurs de son oncle César et connaître le même sort. Donc en 27 avant Jésus-Christ, hein, en janvier 27, il se présente devant le Sénat et, pour paraphraser, il dit voilà, qu'il renonce à ses pouvoirs, qu'il rend ses pouvoirs au Sénat, pour donner l'impression finalement de respecter la légalité républicaine. Mais les sénateurs le supplient en lui disant voilà, que c'est lui qui a réussi enfin à ramener la paix, la stabilité dans l'Empire, et donc le supplie de garder ses pouvoirs.
Bon, en réalité, il s'agit d'une forme de mise en scène. Et puis, bah, les sénateurs qui sont ici sont favorables à Octavien, puisque dans le temps des guerres civiles, avec les proscriptions, les adversaires ont été éliminés. On a eu le temps de mettre de côté ou d'éliminer ceux qui posaient problème, quoi. Voilà, en fait, il ne prend pas beaucoup de risques D'accord. en procédant ainsi. Et donc, en 27 avant Jésus-Christ, le Sénat lui confère un ensemble de pouvoirs, mais qui sont d'époque républicaine. En fait, c'est vraiment important de comprendre que la fonction d'empereur n'est pas une fonction qui a été créée à partir de rien, c'est pas une fonction nouvelle. En fait, on peut considérer que c'est une accumulation de différents pouvoirs, de différentes fonctions qui existaient déjà à l'époque républicaine. Alors, bon, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, parce que c'est assez complexe, mais en tout cas, il a le pouvoir de plusieurs magistrats, alors notamment du tribun de la plèbe, qui est un magistrat qui défend les plébéiens face aux patriciens. Il peut parfois également exercer le consulat. Il peut ensuite exercer évidemment ce qu'on appelle un imperium, c'est-à-dire un pouvoir de commandement, et ce qui lui donne autorité sur les armées. Mais voilà, pour donner l'illusion, en fait c'est ce que dit Auguste, pour donner l'illusion qu'il a sauvé la République et qu'il lui a permis de survivre, eh bien il va dire voilà, j'ai restauré la République, donc le Sénat garde tout son prestige, toute son autorité. Et en fait, le Sénat, même si finalement, ça devient finalement pas une coquille vide, mais bon, en tout cas, il perd bon nombre de ses prérogatives, ça reste une source de légitimité pour l'empereur. Donc c'est une façon de dire, de donner, c'est une fiction en fait. L'empereur crée une fiction en disant voilà, regardez, on a sauvé la République, le Sénat est toujours là, c'est le Sénat qui me confie mes pouvoirs, moi je suis simplement un sénateur, le premier parmi tous, mais bon, je suis un simple sénateur, c'est ce que dit Auguste, voilà, il vit en simple particulier, c'est ce qu'on dit dans les sources, il habite une simple maison aristocratique, bon, simple, en tout cas assez luxueuse, mais en tout cas il donne l'illusion voilà, qu'il n'a pas accaparé un pouvoir comme l'aurait fait un tyran ou un monarque. Et donc, cela est important parce qu'en fait, durant toute l'époque impériale, finalement, le régime repose sur cette illusion en quelque sorte. Bon, même si on le voit dans les sources et on le voit avec l'évolution du pouvoir aussi, ça commence à l'époque antonine et ça se confirme avec l'époque des Sévères, petit à petit, la dimension monarchique du pouvoir est de plus en plus assumée. On le voit assez bien avec la dynastie de Septime Sévère notamment. Et puis, un autre point, c'est qu'en fait, on parlait de fragilité justement tout à l'heure. Et en fait, une des sources de fragilité, c'est que comme c'est une monarchie qui ne dit pas son nom, eh bien, en fait, Auguste n'a jamais clairement défini de règlement de succession. Il n'y a pas, comme c'est le cas chez les rois de France au Moyen-Âge par exemple, d'héritier mâle qui va hériter systématiquement. En fait, au fil de l'histoire de Rome, on constate qu'il y a plusieurs cas de figure pour accéder au pouvoir impérial. Et le problème, quand le successeur est désigné du vivant de l'empereur, il n'y a pas de souci, généralement, bon, ça peut aller, même si parfois il y a des contestations. Mais par contre, quand l'empereur meurt sans héritier, et ce qui est le cas de Néron, là par contre, c'est la course ouverte, l'ouverture d'une course pour le pouvoir. Et une course, c'est bien qui se traduit par une guerre civile, bien souvent. Et par exemple, à la mort de Néron, c'est ce qu'on appelle l'année des 4 empereurs, entre 68 et 69, où on a 4 empereurs durant la même année qui vont se succéder et même se superposer. Et donc au final, ce sont les Flaviens qui vont l'emporter. Alors, pour le règne d'Adrien et pour la dynastie des Antonins, en fait, on a un système assez particulier qui se met en place, qui est un système d'adoption. Alors, je rappelle que l'adoption chez les Romains n'est pas du tout, ne peut pas être comparée à notre système d'adoption qui repose sur un lien affectif qu'on va nouer avec un enfant jeune en bas âge qu'on va adopter, qu'on va considérer comme son enfant. L'adoption chez les Romains est avant tout un acte juridique, c'est-à-dire désigner et inscrire dans la famille un successeur, même s'il est adulte, même s'il a encore ses parents, et il sera donc le successeur. Donc Adrien, par exemple, avant de mourir, élabore un système successoral où il choisit Antonin, qui lui-même doit adopter 2 empereurs, Marc Aurèle et Lucius Verus, pour garantir la stabilité de l'Empire. Mais en fait, dans toute l'histoire de l'Empire, il y a 3 manières de devenir empereur en quelque sorte. Soit on est le fils de l'empereur, alors c'est le cas par exemple avec les fils de Vespasien, donc Titus et Domitien, c'est le cas avec Commode qui est le fils de Marc Aurèle, premier cas de figure. Ensuite, on peut être adopté, donc c'est le cas, donc, comme je viens de le dire, avec les Antonins. Et puis l'autre cas de figure, c'est prendre le pouvoir par la force des armes. Alors là, évidemment, il faut le soutien des légions, ou des gardes prétoriens si on est à Rome. Et par exemple, lorsque Caligula est assassiné, ce sont les gardes prétoriens, donc les gardes qui veillent sur l'empereur et la sécurité de la capitale, qui vont le choisir comme successeur. Donc, on le voit avec l'année des 4 empereurs, les légions, dans les provinces, ont également le pouvoir finalement de choisir leur empereur. Et ça devient extrêmement important. Tacite a une formule, donc l'historien Tacite, qui est écrit au IIe siècle,
Il dit que durant ces événements, finalement, se révèle ce qu'il appelle le secret de l'Empire. C'est-à-dire que désormais, on voit qu'un empereur peut ne pas se faire à Rome, mais peut se faire aussi dans les provinces. Et Ah. à mesure qu'on avance dans l'histoire de Rome, on le voit au IIIe siècle notamment, eh bien, les légions et les armées jouent un rôle de plus en plus important dans le choix de l'empereur. Mhm. Ça, Et bon, ouais. Oui, c'est ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir le soutien de l'armée à ce moment-là. Alors justement, vous parlez d'adoption. Donc, il faut être capable de montrer sa valeur, finalement, à celui qui est l'empereur. Est-ce que Hadrien fait partie de ceux qui arrivent justement auprès de Trajan à un moment donné, montrer qu'ils sont dignes aussi d'être le successeur de l'empereur? Ouais, alors ça, c'est une idée qui est importante, hein. Il y a une formule latine justement qui est importante, c'est capax imperi, ça veut dire qui est apte à l'empire en fait. Donc on voit bien que dans les sources, hein, il y a en effet des profils qui correspondent, alors qui reposent notamment sur le respect des valeurs morales, sur les capacités militaires, sur le discernement politique, etc. Alors concernant Adrien, effectivement, avant de devenir empereur, donc en 117, eh bien Adrien a largement eu l'occasion de faire ses preuves auprès de Trajan, son prédécesseur. Alors déjà, je voudrais rappeler qu'en fait, Adrien est le cousin de Trajan. Donc il y a des liens évidemment Oui. assez étroits entre eux, qui facilitent forcément son accession au pouvoir. Et d'ailleurs, Trajan n'a pas d'enfant. Il n'a pas de fils naturel. Donc ça veut dire qu'il lui faut un successeur qui soit donc adopté. Alors, en fait, avant de devenir empereur, donc Adrien naît en 76 après Jésus-Christ, et avant de devenir empereur, il accomplit toute une carrière. Alors, à la fois politique et militaire. Alors ça, c'est important quand on est un sénateur, puisque Adrien est un sénateur à l'origine, il appartient à une famille sénatoriale. Eh bien, on doit accomplir ce qu'on appelle le cursus honorum, c'est-à-dire la course aux honneurs. C'est une carrière, en fait, qui est bien établie, bien dessinée, où on va alterner des fonctions politiques, des magistratures, et des fonctions militaires. Donc, et ça dès le plus jeune âge. Alors, on commence par des fonctions assez mineures, finalement, de seconde importance. Et puis, dès qu'on a l'âge, on va commencer à accomplir les premières magistratures officielles. On va être, par exemple, questeur, on va s'occuper des finances, on va lire des discours au Sénat, on va être prêteur, on va s'occuper de la justice. Alors là, déjà, c'est une magistrature supérieure. Et puis, entre chacune de ces magistratures, on va exercer donc des fonctions militaires. Il est très Alors, jeune, Adrien, du coup, quand il fait ça. oui, il est encore assez jeune, donc Mhm. il naît en 76 et en fait, une bonne partie de sa carrière se déroule dans les années 90, les années 100 également. Ah oui, Donc oui. oui, il est assez jeune. Et alors, il va s'illustrer sur plusieurs terrains, dans plusieurs provinces, notamment dans la région du Danube. Alors, notamment, donc là, on le voit sur les provinces de Mésie, notamment, et de Pannonie. Alors, elle n'apparaît pas sur la carte, mais c'est à l'ouest de la Mésie, là où Mhm. c'est écrit l'Illyricum. Bref, en tout D'accord. cas, sur la frontière du Danube, Adrien va remplir plusieurs fonctions militaires. Il va être ce qu'on appelle légat de légion, c'est-à-dire pardon, pas légat de légion, il va être tribun de la légion. C'est-à-dire qu'en fait, il va assister le légat, donc qui est le commandant de la légion, dans le commandement de l'armée. Il va apprendre le métier des armes, se former au commandement en quelque sorte. Donc là, il va servir dans plusieurs légions sur la frontière danubienne. Il va même gouverner une province sur le Danube, donc la Pannonie, ce qui va lui donner l'occasion donc d'apprendre d'une part les fonctions de commandement militaire et puis également la gestion des cités, la gestion des affaires courantes d'une province. Alors, quand l'empereur Nerva meurt et que Trajan lui succède, en fait, c'est Adrien qui est choisi pour aller apporter la nouvelle à Trajan. Donc déjà là, il a une occasion de s'illustrer auprès de son cousin, et à partir de là, les deux vont être assez proches, et en fait, Adrien va s'illustrer notamment durant les campagnes de Trajan. Donc là, il peut faire ses preuves. Il peut faire ses preuves, et on voit qu'il cherche à plaire à son cousin. Alors, on raconte même que pour l'imiter, il va jusqu'à boire des quantités de vin assez importantes. Alors, l'ivrognerie est mal vue chez les Romains, mais en fait, il y a une dimension un peu idéologique. Pourquoi? Parce que Trajan, je l'ai dit tout à l'heure, imite Alexandre le Grand. Or, Alexandre le Grand est réputé pour ses vertus militaires, ses capacités de commandement, mais il était réputé aussi boire des quantités de vin phénoménales. Et dans ses phases d'ivresse, capable de violence, aussi de démesure, donc, ce qui lui est reproché parfois. Donc Trajan boit des quantités de vin assez importantes, mais ça ne lui est pas forcément reproché, parce que c'est une forme d'imitation d'Alexandre. Et on dit que justement, Adrien, pour lui plaire, essaie de l'imiter en buvant aussi pas mal de quantités de vin. Bref, c'est une anecdote, mais en tout cas qui montre qu'il y a un souci de se démarquer. De se démarquer, c'est intéressant. J'ai une question aussi sur est-ce Adrien
grandi à Rome? Il est un Romain ou est-ce qu'il vient d'une autre province Alors, en fait, déjà, si on retourne jusqu'à la naissance d'Adrien, il y a un désaccord des sources. En fait, il y a des sources qui nous disent, dont des historiens antiques, hein, qu'il est né en Espagne, Mhm. dans la province de Bétique, donc en Andalousie tout au sud, dans une ville qui s'appelle Italica. D'autres sources nous disent qu'il est né à Rome. Alors, pourquoi Adrien serait né en Espagne, hein, tout au sud? Ben, en fait, Adrien appartient à une famille de colons qui se sont établis à l'époque républicaine en Espagne. En fait, à l'époque républicaine, alors que les provinces, hein, sont en train d'être organisées, la République, hein, envoie des colons, des citoyens romains, pour prendre possession des terres qui ont été conquises, pour les mettre en valeur, les faire fructifier. Et donc, on le sait par différentes sources, hein, et notamment par l'archéologie, on a retrouvé des amphores, hein, qui viennent d'Espagne en grand nombre. On sait que la famille d'Adrien produisait notamment de l'huile, enfin, des olives et de l'huile d'olive, qui est un des produits phares, hein, du commerce méditerranéen. Donc, sa famille, en fait, hein, a des attaches dans cette province, donc il est possible, hein, et probable qu'il soit né à Italica, là où sa famille s'est établie. Mais en même temps, il appartient à une famille de sénateurs. Or, quand un sénateur exerce des magistratures, hein, il doit aussi donc se trouver à Rome. Donc en fait, selon certaines hypothèses, le fait qu'Adrien appartienne à l'ordre sénatorial l'aurait conduit à être à Rome aussi, en fait, dès son origine. Bref, toujours est-il que, pour répondre à la question, Mhm. Adrien a effectivement séjourné longuement à Rome, hein, durant son enfance et sa jeunesse. Alors il a aussi séjourné durant l'année 112, hein, notamment à Athènes. Mhm. Alors pourquoi Athènes? Parce qu'en fait, pour les jeunes Romains de l'élite, hein, la Grèce, c'est un peu l'Erasmus de l'époque en quelque sorte. C'est-à-dire que pour pas faire sa formation, alors déjà en langue grecque, mais aussi en culture grecque, en rhétorique, en grammaire, etc., il faut aller faire un voyage d'études, hein, assez souvent. Alors, notamment à Athènes, hein, qui est vraiment le centre de rayonnement culturel du monde grec encore à l'époque. Donc là-bas, il va tisser beaucoup de liens avec les Athéniens, qu'on retrouvera ensuite, hein, durant l'époque impériale. Donc, en fait, voilà, au moment où il arrive au pouvoir en 117, finalement, bah, il a une bonne connaissance de l'Empire, hein, autant de l'Occident que de l'Orient, que des régions danubiennes. Donc il est tout à fait apte, en fait, hein, à gouverner. Ce que tu me dis, ça me fait penser un petit peu à ce que faisaient les jeunes aristocrates anglais au 19e siècle, ce fameux Grand Tour Ouais, qu'ils faisaient un retour, petit ouais. peu. Et bah, ça me Ouais. fait un peu penser à ça, cette idée d'aller ailleurs pour aussi comprendre autre chose, une autre culture, et quand on sait aussi bien l'appétence des Romains pour la culture, la culture Ouais. grecque. Et notamment Adrien, parce qu'on va y revenir. Alors Adrien accède au pouvoir bien, en 117, il succède à ce moment-là à Trajan, une succession qui se passe bien. Oui. Et c'est un empereur qui va aimer voyager, d'où le nom aussi des voyages d'Adrien sur les traces de l'empereur nomade. Alors est-ce que c'était, alors lui il voyage beaucoup, mais est-ce que c'était de bon ton qu'un empereur, on va dire comme ça, aille faire le tour de l'ensemble des provinces de l'Empire? Alors, en fait, le regard que les contemporains portent sur le voyage des empereurs est assez, un peu ambigu, en fait, un peu Mhm. paradoxal. Alors, d'un côté, dans les textes, alors on a beaucoup, hein, de biographies d'Adrien antiques, hein, plus ou moins longues, alors plus ou moins fiables aussi. Tout à l'heure, on parlait des sources, hein, et le problème, c'est que certaines sont biaisées, pleines d'erreurs ou d'inventions. Et le problème, c'est qu'en fait, notre principale source pour Adrien, c'est l'Histoire Auguste, qui est un texte qui est écrit au 5e siècle et en fait qui est bourré d'approximations, d'erreurs, d'inventions. On voit que ça ne correspond pas parfois aux réalités. Alors, par chance, la biographie d'Adrien, c'est une des plus fiables. Mhm. Alors, donc, dans certaines sources, on dit qu'Adrien, en fait, est remarquable parce que il a le souci de tout finalement. Il a le souci du détail dans l'administration de l'Empire, de prendre connaissance des besoins des provinciaux. Donc, d'un côté, voilà, il y a ce côté positif du voyage, un empereur soucieux d'une bonne gestion de l'Empire. Mais en même temps, un empereur qui voyage trop et de façon incessante, hein, ce n'est pas forcément très très bien vu. Alors pourquoi? Bah, en fait, bah, une raison déjà un peu pratique, hein, c'est que ça coûte extrêmement cher aux cités qui accueillent l'empereur. Pourquoi? Parce que elles vont évidemment chercher à bien se faire voir pour essayer de retirer des bénéfices, hein, c'est par intérêt aussi évidemment. Et donc, elles vont dépenser des sommes considérables pour accueillir voilà, l'empereur, bah, avec toute la dignité qui s'impose, hein. Donc, ça veut dire qu'on va acheter énormément de denrées qu'il va falloir mobiliser pour nourrir toute la suite de l'empereur. On va organiser des festivités, on va organiser des grands sacrifices, parce qu'il y a une dimension religieuse aussi. Donc, ça veut dire mobiliser du bétail en quantité importante, hein, par exemple. Donc, voilà, ça pèse assez lourd sur les provinces.
Et donc, justement, c'est assez intéressant parce qu'on a beaucoup de textes qui théorisent tout cela. Et je voudrais citer un texte qui est le Panégyrique de Trajan, qui est écrit par Pline le Jeune. Alors, Pline le Jeune, on le connaît souvent pour ses lettres. On le connaît aussi parce que c'est le neveu de Pline l'Ancien qui est mort dans l'éruption du Vésuve à l'automne 79. Mhm. Et en fait, dans ce panégyrique de Trajan, en fait, Pline dresse un peu le portrait de l'empereur idéal. Pour lui, Trajan, c'est en latin ce qu'il appelle l'optimus princeps, le meilleur prince, le prince excellent. Et il dit notamment que le bon prince, c'est celui qui fait preuve de mesure dans ses voyages. Il tient voilà, une sorte de registre en quelque sorte où il ferait vraiment attention aux dépenses pour ne pas exercer un poids trop fort sur les provinciaux. Et en fait, quand Pline écrit cela, il a en tête un autre empereur qui a exercé une certaine pression sur les provinces durant ses déplacements, c'est l'empereur Domitien. Domitien, qu'on surnomme parfois le Néron chauve, c'est le dernier des Flaviens, et voilà, qui est vu comme un tyran. Et donc, le bon empereur est vu d'emblée comme celui qui est attentif à ne pas exercer une pression trop forte sur les provinciaux. Et d'ailleurs, le successeur d'Adrien, justement Antonin le Pieux, qui règne donc entre 138 et 161, on remarque, alors c'est pas dit dans les sources explicitement, mais on voit qu'il ne voyage pas, il reste en Italie durant tout son règne, et on peut supposer qu'en fait, il s'agit d'une volonté de rupture peut-être par rapport à son prédécesseur, en affirmant une sédentarité qui est un peu un programme aussi politique. Et puis, autre chose, les Romains de la capitale, les habitants de la capitale, peuvent aussi avoir l'impression d'être délaissés en quelque sorte. Mhm. Parce que quand on regarde la chronologie des voyages, en fait, Adrien part quasiment la moitié de son règne dans les provinces, loin de Rome. Et une tournée dure plusieurs années. Alors, le premier voyage, c'est entre 120. Alors, il y a déjà le voyage de retour, parce que je rappelle qu'en fait, quand Adrien arrive au pouvoir, c'est en Syrie. Et Trajan meurt en Syrie, dans la province de Syrie. Donc après, il y a déjà le premier voyage de retour. Adrien n'arrive à Rome qu'en 118. Après, il repart en fait en 121 et jusqu'en 123. Et donc ensuite en 125 et 126 on a une autre tournée de voyage qui démarre et en fait il voyage jusqu'aux années 130. Donc voilà une bonne partie du règne passée loin de Rome. Alors donc toute la chronologie des voyages se trouve dans l'ouvrage, donc il y a une carte et Oui, une puis carte très bien expliquée, voilà très claire, détaillée, effectivement. ouais, donc on ne va pas reprendre tout le Tout à détail. fait, oui. Et puis alors pour revenir sur la perception des voyages, il y a un texte qui est assez amusant en fait, qui est une sorte de poème un peu satirique, d'un poète qui s'appelle Florus et qui dit, voilà, je le paraphrase, j'ai plus le texte exact en tête, mais qui dit je ne voudrais pas être Adrien pour me tapir chez les Germains, pour aller dormir dans le froid et dans les brumes de Bretagne. Et donc en fait, c'est une façon de montrer que voilà, en fait, l'empereur ne fait que voyager, y compris dans des conditions très difficiles, parce Mhm. que même si on est empereur, le voyage n'est pas forcément des plus confortables. Et puis Adrien, on a la réponse d'Adrien, c'est ça qui est assez amusant. Il répond, et moi je ne voudrais pas être Fleurus pour aller m'enivrer dans les tavernes qui sont sales, où on Super. mange mal, qui puent, etc., qui sont mal fréquentées. Donc voilà, on a un trait d'humour un petit peu à travers Donc, ça. il y a un vrai débat public autour du voyage de l'empereur, quoi, finalement. Il y a une vraie Ouais, question qui se pose sur ça. C'est vraiment, on sent que ça fait parler, en tout cas, on va dire, à ce moment-là, chez les ouais, Romains. tout à fait. Et Ah, puis, je voudrais rappeler qu'en fait, à la fin de l'Empire, à l'époque tardive, en fait, les empereurs sont très peu présents à Rome, voire n'y sont pas. Et on le voit finalement, enfin, dans les sources d'époque tardive, il y a presque un sentiment d'abandon mhm. finalement dans le fait que l'empereur se tient loin de la capitale. Donc Et voilà, il y a une forme de dimension politique aussi de cette absence. alors, quand vous expliquez, c'est vrai qu'il faut essayer de préserver un petit peu les provinces pour éviter que le poids ne soit trop lourd à supporter du déplacement de l'empereur. On a évidemment Ouais, la personne de l'empereur qui canalise beaucoup d'attention, j'imagine, mais j'imagine qu'il y a tout un cortège aussi qui suit l'empereur et qui lui mm, aussi doit être nourri, logé. Ça représente combien de personnes? mm. Alors l'empereur ne voyage pas seul et en effet en fait il y a toute la cour qui voyage avec l'empereur. Mhm. Faut imaginer que finalement c'est un peu la capitale qui se déplace dans l'empire. Parce que là où est l'empereur, là est le centre de gravité du pouvoir. Oui. Alors, il y a des estimations qui ont été faites par un historien qui s'appelle Anthony Burley, alors, qui est décédé récemment, d'ailleurs, qui a écrit la biographie de référence sur Adrien. Parce que bon, mon ouvrage n'est pas une biographie, c'est vraiment centré sur le voyage. La biographie la plus complète, c'est Hadrian the Restless Emperor, donc l'empereur, voilà, toujours dans le mouvement en fait. Et donc, selon ces estimations, il y aurait environ 5000 personnes dans la suite d'Adrien.
Bon, c'est une estimation à la louche, mais en tout cas, voilà, on est certainement à plusieurs milliers de personnes qui suivent l'empereur. Alors, qui sont les personnes qui entourent l'empereur? En fait, il faut procéder par cercle concentrique. Il faut imaginer qu'en fait, on a plusieurs cercles concentriques autour de l'empereur. Les plus proches, évidemment, ce sont les familiers de l'empereur. Et plus on s'éloigne, plus on descend dans la hiérarchie sociale et politique. Alors, voilà, c'est cet ouvrage dont je Tout à fait, parlais. c'est pour si les gens aient la référence. Ouais, donc bon, en anglais, mais il n'a pas été traduit, mais ça reste l'ouvrage de référence. Alors, autour de l'empereur, si on prend le noyau le plus proche, il y a la famille de l'empereur et l'impératrice. Et en l'occurrence, donc l'impératrice, c'est Sabine, qui est également, qui appartient à la famille de Trajan. Donc, on voit déjà qu'avant l'Empire, parce qu'en fait, il se marie avant qu'Adrien soit empereur, l'alliance matrimoniale avec Sabine marque aussi un rapprochement des sphères du pouvoir, et du pouvoir tout court finalement pour Adrien. Donc, on a l'impératrice. Alors, Adrien et Sabine n'ont jamais eu d'enfant. Alors, d'après ce que nous disent les sources, bon après, en histoire, il ne faut jamais verser dans la psychologie de comptoir, mais en tout cas, dans les sources, on pressent que les relations ne sont pas très bonnes entre les deux. Bon, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu d'enfants ou pas? Bon, peu importe. En tout cas, ils n'ont pas d'héritier. Donc, l'impératrice. Ensuite, on a les amis de l'empereur, des proches, alors qui appartiennent aux élites romaines, qui appartiennent à des grandes familles, donc souvent des sénateurs ou des chevaliers. Alors, je rappelle qu'en fait, les sénateurs et les chevaliers, ce sont les deux catégories de citoyens supérieurs. Donc, pour appartenir à ces catégories, il faut avoir un certain degré de richesse, et à partir de là, on intègre soit l'ordre équestre, donc les chevaliers, ou l'ordre sénatorial. Et donc ensuite, on suit le cursus d'un sénateur ou le cursus d'un chevalier. Donc pour les chevaliers, c'est pareil, on a des fonctions administratives, des fonctions militaires. Donc, alors ses amis, ils accompagnent le prince dans ses voyages, ils l'accompagnent dans ses parties de chasse. Et puis ensuite, donc ça c'est vraiment le cercle restreint. Ensuite, il y a le conseil du prince, où on va retrouver des amis, on va retrouver des sénateurs. Donc le but, c'est d'aider le prince à gouverner, le conseiller, apporter des éclairages, une expertise, une réflexion qui peut aider le prince à prendre les bonnes décisions. Alors, il y a aussi un dignitaire très important. Tout à l'heure, on expliquait un petit peu l'organisation de l'Empire. Il y a l'empereur, le sénateur, etc. Et il faut mentionner une fonction qui est importante, qui est la fonction de préfet du prétoire. Alors, le préfet du prétoire, c'est un chevalier. Donc, c'est la fonction la plus élevée qu'un chevalier peut atteindre. En tout cas, une des plus importantes. Et quel est le rôle du préfet du prétoire? On pourrait dire que c'est un peu le second après l'empereur. D'accord. Je dirais pas un vice-empereur, mais en tout cas, c'est vraiment le deuxième personnage en importance. Et alors, selon les époques, il y en a un ou deux. Ça dépend des périodes. Et au début du règne d'Adrien, il y en a deux. Et en fait, son rôle, c'est d'être le responsable. Il est responsable de la garde prétorienne. Alors, la garde prétorienne, en fait, ce sont des soldats d'élite, on peut les caractériser ainsi, qui servent 16 ans dans l'armée, entre 20 pour les légionnaires, qui ont une solde supérieure aussi au simple légionnaire, donc ce qui montre aussi le prestige qui peut les entourer. Donc ils sont présents à Rome lorsque l'empereur est à Rome, mais lorsque l'empereur est en déplacement, ils l'accompagnent. Parfois, ils peuvent également combattre sur le champ de bataille. Donc il faut imaginer qu'il y a aussi les préfets du prétoire qui accompagnent l'empereur dans ses voyages. Alors, il y en a un qui peut rester à Rome, il y en a un autre qui peut l'accompagner. Bon, là, sur les sources, on n'est pas vraiment clair là-dessus. Alors, et le préfet du prétoire peut changer aussi. On apprend qu'il y a un changement au début de règne d'Adrien pour des intrigues qui ne sont pas très très claires. Donc ensuite, il faut imaginer qu'il y a toute la garde de l'empereur qui est présente, donc des prétoriens. Et puis, je rappelle aussi que depuis le règne d'Auguste, il y a les prétoriens et il y a aussi des gardes du corps, qui est vraiment la garde personnelle de l'empereur. Parce qu'en fait, les prétoriens ne sont pas très fiables. Les prétoriens peuvent être achetés, peuvent être retournés contre l'empereur parfois. Et en fait, depuis Auguste, et même déjà à l'époque de César, alors je rappelle que César n'était pas empereur, c'est Auguste qui était le premier empereur, Auguste s'est attaché les services d'une cavalerie de Germains. Alors on pourrait se dire pourquoi c'est des mercenaires en fait. C'est des mercenaires en fait, non? En quelque sorte, ouais. Alors, en fait, il y a un lien personnel qui va attacher l'empereur à cette garde de cavaliers germains, qu'on appelle les equites singulares en latin. Et en fait, pourquoi choisir des cavaliers germains? Donc déjà, il y a un lien de fidélité. Ils parlent pas très bien latin. Donc du coup, c'est plus compliqué de les on peut pas les corrompre, on peut pas leur parler. Ils savent pas. Voilà. Et puis également, comme il y a un lien de fidélité et que l'empereur est leur chef en quelque sorte, c'est beaucoup plus difficile de les corrompre par l'argent aussi. Donc voilà, ces cavaliers jouent un rôle aussi important dans la protection de l'empereur, qui est importante parce que même en voyage, et d'ailleurs
On a une anecdote d'Adrien qui manque de se faire assassiner en Espagne. D'après ce que nous disent les sources, c'est un déséquilibré en fait. Enfin, en tout cas, Adrien lui pardonne justement parce qu'il est déséquilibré, mais alors qu'il est en Espagne, à Tarragone, quelqu'un se précipite vers lui pour essayer de le tuer, de le poignarder visiblement. Et l'homme est intercepté. Donc on voit que la protection est toujours active. Et Adrien lui pardonne finalement, estimant que voilà, il n'a pas toute sa raison et donc qu'il ne mérite pas d'être tué. Alors je reviens donc sur la suite de l'empereur. Donc toute cette protection, le préfet du prétoire, et puis également une quantité énorme d'esclaves, d'affranchis au service de l'empereur et de l'administration de l'empire. En fait, il faut imaginer aussi que au Palatin, donc au palais impérial à Rome, on a une multitude de bureaux, une administration assez complexe en fait, qui gère, pour faire simple, l'administration de l'empire au quotidien. Il faut vraiment imaginer qu'en fait, tous les jours entre Rome et les provinces, on a des échanges de correspondance extrêmement importants. Alors, les cités, les provinces, en fait, communiquent fréquemment avec l'empereur et de façon efficace, parce que depuis le règne d'Auguste, on a un système de poste impérial qui permet de communiquer très très vite entre la capitale et les périphéries, même les plus lointaines. Donc, chaque jour, l'empereur reçoit des requêtes. L'empereur reçoit des sollicitations, on demande des aides, on demande de trancher un jugement, etc. Donc, l'empereur au quotidien doit constamment répondre à tout cela. Sauf que si l'empereur part pendant plusieurs mois, plusieurs années même, à travers les provinces, donc par exemple entre 121 et 125, donc qui est la première tournée impériale, puis après donc entre 128 et puis 132, voire plus, et bien évidemment l'empereur doit pouvoir savoir ce qui se passe, il doit pouvoir être informé. Donc ça suppose d'une part que lors de ses voyages, l'empereur est entouré d'une partie de cette administration, et qu'en plus, certainement, et on le sait par certaines inscriptions, on voit que les cités sont renseignées sur le chemin de l'empereur, qu'on communique, il doit pouvoir répondre rapidement. D'accord. Alors, il y a un épisode qui le montre assez bien, que l'empereur, même en voyage, est très réactif. Alors qu'il est en Espagne, donc là, on est dans la première tournée, dans les années, au début des années 120, d'un seul coup, précipitamment, il part d'Espagne à l'autre bout de l'Empire, sur la frontière de l'Euphrate, parce que les Parthes commencent à poser problème. Et donc, il va négocier sur la frontière de l'Euphrate avec les Parthes pour essayer de trouver un compromis. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, parce qu'on est passé à autre chose, mais je rappelle qu'au début du règne d'Adrien, Adrien fait un choix qui est une rupture avec son prédécesseur, qui est d'évacuer certains territoires qui ont été conquis, et notamment la Mésopotamie. Alors, la Dacie reste une province, l'Arabie également, mais Adrien fait le choix d'évacuer la Mésopotamie. Pourquoi? Parce que, comme on l'a expliqué, c'est un territoire difficile à gérer. Bref, mais en tout cas, lors de ce voyage, donc la situation ne semble pas tout à fait stabilisée. Donc il lui faut aller très très vite d'un bout à l'autre de la Méditerranée pour négocier avec les Parthes. Alors évidemment, on se pose la question de la durée du voyage. Donc dans le livre, j'ai rapporté plusieurs exemples, alors qui sont des estimations évidemment et souvent des moyennes en fait, du temps de navigation en Méditerranée. Mais par exemple, pour aller de Rome jusqu'à Alexandrie, il faut à peu près une quinzaine de jours. Alors après, c'est très variable évidemment selon les courants et les vents. Mais ça donne un ordre de grandeur un petit peu de la vitesse de déplacement. Et donc ensuite, autour de l'empereur, donc des soldats, des serviteurs, des esclaves, alors qui servent pour l'administration de l'empire, donc pour l'informer, pour communiquer, etc. Et puis également, comme c'est une cour, évidemment, il faut aussi satisfaire les besoins au quotidien d'une cour, pour les repas, pour l'intendance, etc. Et puis on nous dit dans les textes également, et ça c'est assez intéressant, qu'en fait, autour d'Adrien durant ses voyages, on a des architectes, on a des géomètres, on a des arpenteurs, on a des sculpteurs, etc. Pourquoi, en fait, on pense qu'il s'agit de pouvoir aider Adrien à mettre en place ses projets urbanistiques dans les cités qu'il visite. Comme Alexandre le Grand. Voilà, alors notamment ça, c'est bien documenté à Athènes. Athènes a vraiment été bouleversée par Adrien dans son paysage urbain parce qu'elle a été visitée à plusieurs reprises. C'est probablement une des cités qui a été le plus visitée par Adrien durant son règne. Il y va à chaque tournée de voyage. Et Adrien vraiment porte son attention sur Athènes parce qu'il est amoureux de la culture grecque, c'est un philhellène. Et donc à Athènes, il va mener des travaux assez importants. On a retrouvé une inscription d'ailleurs qui est assez intéressante près du grand temple de Zeus olympien où il est dit que voilà, d'un côté c'est la ville de Thésée et de l'autre c'est la ville d'Adrien. Ah oui, Donc là, on est vraiment au cœur de la ville et on montre qu'Adrien a créé finalement sa propre ville. Et donc, dans ces projets architecturaux, eh bien, tous ces spécialistes, tous ces experts, permettent de mettre en pratique ces projets. Ah oui, c'est intéressant. Donc il y a encore une fois un petit peu une sorte
d'hommage, de filiation qui se fait avec Alexandre le Grand, parce qu'il y a aussi cette envie d'avoir des bâtisseurs, comme il avait fait avec ses généraux qui deviendront ensuite les diadocles. Et aussi, vous parliez de la navigation tout à l'heure, vous parlez du fait de naviguer comme ça. Quel était aussi on parle souvent des routes romaines comme un modèle. Est-ce qu'on utilise aussi beaucoup ce réseau de routes qui permet peut-être à cette cour de se déplacer plus rapidement? En fait, quand on regarde les voyages d'Adrien, il a emprunté autant des routes terrestres que maritimes. D'accord. Alors, pour la navigation donc sur la mer, en fait, ce sont des bateaux ce sont des navires de guerre qui sont employés. Alors ça, on le sait notamment, les textes n'en parlent pas, mais on le sait par les monnaies. On voit que par exemple, on a des monnaies avec la légende expeditio en latin, qui veut dire voyage, mais au sens presque d'expédition militaire finalement. L'empereur se tient sur des navires de guerre. Donc on a une idée un petit peu de la modalité de ces déplacements. Avec, on le devine, une escorte nombreuse, évidemment. Et puis donc sur les routes, alors notamment par exemple lorsqu'Adrien voyage en Asie mineure, donc en Turquie actuelle, on voit qu'il va visiter pas mal de cités qui sont à l'intérieur des terres. Donc là, évidemment, le voyage se fait par la route. Alors justement, ça c'est assez intéressant parce que Adrien finalement supporte aussi les difficultés du voyage. Alors bon, sur la mer, évidemment, il y a la longueur du voyage, les risques aussi de naufrage qui sont toujours présents. Et puis sur la route, des grands problèmes, ce sont les chaos de la route en fait. L'inconfort de la route, la poussière qui est soulevée. Et tout à l'heure, on parlait justement des modèles d'empereurs un petit peu. Et dans Suétone, on se moque de Caligula qui, lors de ses voyages vers la Germanie, alors en menant des expéditions un peu burlesques, il est moqué par les sources, il va jusque sur les bords de l'océan pour déclarer la guerre à l'océan et demande à ses soldats de ramasser des coquillages. Donc voilà, quelque chose d'assez. Quand t'es soldat, t'es en mode oh, mais qu'est-ce qu'il nous demande Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Après, Ça fait partie de la légende, quoi. C'est évidemment une exagération des auteurs antiques pour Bien mieux sûr. le discuter. Mais il y a un petit détail qui est intéressant. On raconte qu'en fait, pour ne pas être gêné par la poussière de la route, Caligula faisait humidifier la route en fait par ses soldats pour pas être gêné par la poussière. Bon, c'est un petit détail, mais qui montre que le bon empereur, comme Adrien par exemple ou Trajan, est capable de supporter tous les inconforts de la route. Mhm. Donc c'est un petit détail qui me semble intéressant et qui évoque aussi tous les risques qu'il peut y avoir. Et alors j'en parle un petit peu dans le livre, mais on a des exemples de naufrages d'une part. On a notamment à Autun l'exemple d'une inscription d'une femme qui s'est noyée. Et puis on a également des exemples d'accidents de la route, de blessés en fait qui se renversent en fait lors de leur trajet, leur véhicule se renverse. On a l'exemple d'un patient qui va dresser une stèle en remerciement au Dieu qui l'a aidé à se remettre de sa blessure. Donc voilà, en fait, le voyage, aussi bien sur mer que sur route, présente des inconvénients. Alors, quand on est l'empereur, on est bien protégé, il n'y a Mhm. pas de souci. Mais par contre, quand on est un simple voyageur, par contre, il y a aussi le risque du brigandage qui reste quand même assez important. Alors par contre, pour la mer, on n'a plus de pirates à l'époque impériale, Ah. alors que jusqu'à l'époque de César, la piraterie était un gros problème en Méditerranée. Et justement, une des grandes actions de Pompée qui précède César, ça a été d'éradiquer la piraterie en Méditerranée. Donc globalement, c'est un phénomène qui disparaît. Par contre, le brigandage par voie terrestre, ça reste quelque chose d'endémique et qu'on voit ressurgir même au IIe siècle, par exemple, sous règne de Commode. On a Oui. des bandes de brigands qui s'organisent en Gaule et qui sèment la peur. Et la vie donc vous le disiez, c'est une vie quand même un peu rustique, celle d'empereur. Donc j'imagine que vous le dites aussi, quoi, que l'empereur vit parmi ses hommes, vit parmi sa cour, c'est-à-dire qu'il vit quand même de manière assez modeste. Alors, bon, globalement, l'empereur, évidemment, lorsqu'il est accueilli dans une cité, soit il va être accueilli par le gouverneur si c'est la capitale, donc là, il va dans le palais du gouverneur, ou alors il est accueilli par des riches notables. Par exemple, à Athènes, il y a un personnage qui est assez intéressant qui s'appelle Hérode Atticus, et on pourrait dire que c'est un peu un milliardaire en fait de l'époque. Sa fortune fait qu'on pourrait le comparer à ça aujourd'hui. Alors, il a eu pas mal de problèmes avec les Athéniens, il a été accusé de malversation. Bon, voilà, c'est Oh là, attention. la figure Drôle de personnage. En tout cas aux yeux des Athéniens. Bref, et en fait, c'était un proche d'Adrien. Et on peut supposer qu'en fait, il a certainement hébergé Adrien durant son séjour à Athènes. Donc en fait, lorsqu'il est en ville, il n'y a pas de souci. Il peut être accueilli chez des gens puissants qui vont l'accueillir dans des demeures luxueuses. Donc là, il a tout son confort, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand l'empereur, et pour revenir sur la question de la simplicité du voyage,
la frugalité, la difficulté aussi, hein. Par contre, c'est dans le monde militaire. Alors par contre, quand l'empereur est sur les frontières, là, il faut montrer l'exemple. Mhm. Donc ça veut dire qu'il faut, lorsque l'empereur arrive sur les frontières, il faut être capable de montrer que l'empereur peut supporter le quotidien des soldats. Alors, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais en fait, l'empereur Adrien voyage dans toutes les provinces, quasiment, mais il va aussi aller sur toutes les frontières de l'Empire. Il n'y a pas une frontière de l'Empire qui n'ait pas été visitée par l'empereur. Celle du Danube, celle du Rhin, donc de Germanie, voilà, donc l'on peut voir sur la carte, hein. Alors, des frontières qui peuvent être souvent délimitées par des cours d'eau, hein, par exemple le Rhin, le Mhm. Danube, le Frat. Donc, il se rend sur la frontière du Danube, du Rhin, sur la frontière donc, de Bretagne, donc en Angleterre, hein, où est construit donc le mur d'Adrien, au moment donc il vient justement en Bretagne. En Afrique du Nord également, donc il va en Algérie actuelle, hein, donc voilà un exemple hein, du mur d'Adrien. Alors peut-être qu'on peut en reparler un petit peu après, parce que Oui, c'est oui, tout à fait. un point intéressant évidemment. Et puis il va également sur la frontière de l'Euphrate, donc à l'est de la Turquie, notamment, donc là on voit aussi écrit Cappadoce, hein, donc plus à l'est, hein, là se trouve la frontière et une zone très militarisée, où on a plusieurs légions. Donc Adrien, alors je l'ai dit tout à l'heure, évacue certaines provinces, notamment la Mésopotamie. Et puis Adrien également, contrairement à Trajan, ne mène pas de grandes campagnes militaires. Les seules grandes opérations militaires qui se déroulent sous le règne d'Adrien, c'est dans les années 130 en Judée, où il doit faire face à une grande révolte. Mais là, c'est un cas un petit peu à part. Par contre, voilà, il n'y a pas de campagne d'expansion. Mais du coup, le risque, c'est qu'en fait, Adrien succède à un empereur, donc Trajan, qui, finalement, on l'a dit, hein, est un peu un nouvel Alexandre, qui a mené les troupes vers la victoire, qui dit victoire dit butin aussi, donc c'est toujours intéressant. Et puis un empereur qui était très attentionné envers les soldats, un empereur soldat finalement aussi, qui était un modèle pour les hommes. Donc Adrien tient aussi à montrer que, eh bien, il porte tout autant attention aux légionnaires et aux soldats stationnés sur les frontières, puisque, je rappelle, et ça c'est important aussi, il ne faut pas imaginer, comme on le voit souvent dans les BD ou les péplums, que toutes les provinces, toutes les cités sont parcourues de troupes de soldats qui marchent bien rangés sur les routes de l'Empire. En fait, l'essentiel des soldats sont sur les frontières. Mhm. Donc ça, c'est un point important. Alors, les frontières romaines ne sont pas c'est pas une ligne infranchissable. On a souvent donc l'image du mur d'Adrien justement, qui est un mur. Ça renvoie aux murs actuels, hein, on pense au mur de Berlin, Mhm. voilà, aux différents murs qui peuvent exister. Mais en fait, il y avait des échanges hein, de part et d'autre du mur. Les frontières sont des espaces de transit aussi, c'est des interfaces en quelque sorte. On sait qu'il y a des échanges commerciaux, donc ce ne sont pas du tout des espaces voilà, hermétiques. Il ne faut pas imaginer un monde complètement clos où on se protège, hein. On n'est pas dans Game of Thrones avec le mur du Nord, hein. Mhm. On est au contraire vraiment dans un monde d'interface. Alors, lorsqu'Adrien va visiter ses soldats, en fait, il a un souci qui est important, c'est de montrer d'une part qu'il est soucieux des soldats et de leur sort et de leur quotidien, d'une part, et puis aussi maintenir la discipline. Dans les textes, on raconte que voilà, au début du règne d'Adrien, il y avait un peu de laisser-aller finalement dans les camps militaires, que le luxe commençait à se développer dans les camps. On raconte même qu'il y avait des salles à manger qui étaient aménagées. Bon, on n'a pas Bon plus de alors. détails. En tout cas, voilà. Bon, il y avait un peu de laisser-aller. Et le risque, c'est qu'en fait, du coup, les soldats, voilà. Ah, est-ce qu'on va refaire la connexion ou est-ce que ça a coupé une nouvelle fois? Ça fait une petite coupure, excusez-nous, on a un petit souci de connexion. On va reprendre rapidement Dimitri dans quelques instants, évidemment. Ne bougez pas, petit. Ça, c'est les soldats romains qui n'ont pas été contents. Là, on a mal parlé d'eux. Ils étaient en mode non, ça ne se fait pas comme ça. Vous ne parlez pas mal. Donc, on parlait justement des camps romains, du laisser-aller et un petit peu de la visite sur les camps. On va revenir de ça avec Dimitri. Ouais, désolé, Donc, ça a recoupé. il n'y a pas de problème. En vrai, ça va. Les joies de Skype, de toute façon, ne t'en fais pas. Donc, tu nous parlais justement de ce laisser-aller qu'il y avait dans les camps et un petit peu de la remobilisation qu'était en train de faire Adrien au niveau de ses frontières. Ouais, absolument. Donc en fait, chez les Romains, dans l'armée romaine en tout cas, il y a un maître mot qui est la discipline, hein, qui est proverbial, hein. Enfin, on associe souvent l'armée romaine à la discipline. Alors, bon, en réalité, quand on regarde dans le détail, hein, c'était pas toujours le cas. Alors, par exemple, les troupes de Syrie sont accusées d'aller dans les villes comme Antioche et puis de profiter des tavernes et des plaisirs, hein. Donc, ça tranche un peu avec l'image qu'on a. Donc, c'est important que l'empereur en fait aille auprès des soldats pour justement renforcer cette discipline. Et d'ailleurs, justement, alors dans la religion romaine, il y avait tout un tas d'allégories, de concepts qui étaient divinisés. La paix, la concorde, etc. Et on avait la discipline aussi. Et on voit justement dans les camps militaires dresser des autels à la discipline, avec un D majuscule, la disciplina, qui est donc la discipline divinisée.
Alors, on dit qu'Adrien fait, par exemple, supprimer tout ce qui était source de luxe, donc tout ce que j'ai évoqué là, les salles à manger, alors on parle de bosquet, bon, c'est pas très clair, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, tout ce qui était source d'agrément pour, les soldats est supprimé. Et on dit également qu'Adrien, pour bien montrer l'exemple, il mange assis à même le sol, dans le gazon, avec les soldats, et il mange le même repas qu'eux, donc du lard, une boisson vinaigrée, même pas du vin, ce qu'on appelle la posca, hein, c'est une sorte d'eau et de vinaigre en quelque sorte, hein, mais qui était réputée assez désaltérante. Bon, pour avoir testé, c'est pas terrible, mais bon, C'est à pas, l'époque, pas c'était fou, mais bon. apprécié. Et donc voilà, il montre l'exemple en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand on met en parallèle les biographies d'empereurs, cette image de l'empereur assis parmi ses troupes, on la retrouve chez plusieurs empereurs. On le retrouve chez Tibère, on le retrouve chez Sévère Alexandre au IIIe siècle. Donc en fait, ça montre que c'est quelque chose voilà, d'attendu en fait par les soldats. De Donc, valoriser, quoi, par les historiens de l'époque, j'imagine que... Est-ce que ça veut pas en dire plus que ça ne le... Enfin, tu vois, est-ce que illustrer comme ça le règne d'un empereur par le fait qu'il se mette au milieu de ses hommes, est-ce que ça veut dire évidemment qu'il est proche des hommes, mais est-ce que ça veut dire plus, j'imagine, ça veut peut-être mettre en avant des vertus positives de la part des historiens qui le voyaient. Tu te parlais de Caligula qui est peut-être un petit peu plus l'antithèse. Là, on est sur quelque chose où on essaie de dépeindre vraiment un visage très positif de cet empereur. Oui, alors le fait de partager finalement le quotidien très simple des soldats, de manger sous la tente, c'est aussi montrer que l'empereur comment dire, est capable de ne pas vivre uniquement dans le luxe en fait. Ça, c'est Mhm. important. Les empereurs qui sont trop dépensiers, qui pensent uniquement aux fêtes, aux banquets, qui dépensent des sommes énormes, en fait, sont accusés de dévorer les richesses de l'empire en quelque sorte. Alors c'est le cas de l'empereur Vitellius par exemple, hein, qui règne durant l'année des quatre empereurs, hein, en 68-69. Alors qui est accusé d'être un goinfre, hein, d'ailleurs, on le voit même sur la statuaire, et on dit voilà que c'est un mauvais empereur parce qu'il n'est pas maître de son corps, il n'est pas maître de lui-même. Donc le bon empereur, voilà, donc, Vitellius, hein, qu'on voit ici, le bon empereur, au contraire, c'est celui qui est capable de se contenter de peu. Et là, une fois de plus, le modèle à respecter, c'est Auguste. Auguste apparaît dans l'historiographie antique, hein, comme le bon empereur à imiter. Et en fait, bon nombre d'empereurs, et même jusqu'à la fin de l'Empire, chercheront à imiter Auguste. Et donc justement, Auguste, on le voit notamment dans Suétone, hein, dans les vies des 12 Césars, dit que Auguste, par exemple, si on revient un petit peu au repas, était capable de manger simplement un peu de pain, un peu de fruits, simplement, très très vite, hein, sans perdre de temps avec le repas, pour justement se consacrer aux affaires de l'Empire. Donc voilà, le bon empereur, c'est celui qui est capable finalement de faire passer la gestion des affaires de l'Empire au-dessus de ses plaisirs, d'être maître de lui-même, d'être pleinement disponible pour remplir sa mission. Une forme de Et alors, frugalité quand on dans est la une vie, frontière quoi. temporelle, ça on le voit bien aussi, hein, Mm. l'idée que l'empereur a un devoir à accomplir en quelque sorte. Ouais, c'est ça, il y a une forme de frugalité en fait qui est mise en avant et Ouais, qui est absolument. louée quoi à ce moment-là. Ouais, c'est une valeur qui est vraiment valorisée, hein, pour les Romains, c'est important. Ouais. Alors on parlait justement du mur, enfin des frontières, donc on peut peut-être parler de ce fameux mur d'Adrien. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est auprès du grand public, c'est quelque chose qui fait tilt assez vite finalement. Est-ce que c'était quelque chose de nouveau, ce genre de rempart? Est-ce que, comme tu le disais, ça bloquait pas complètement tout échange, comme vous pouvez le voir par exemple dans Game of Thrones? Par là, c'est très différent bien sûr, mais Alors, qui est inspiré d'ailleurs un peu du mur d'Adrien en fait. oui, je Hein. pense, oui, c'est Ouais. ce que les disent les gens dans le chat aussi depuis tout à l'heure. Alors, Ouais. quel était l'intérêt finalement de ce mur qui fait 80 miles de kilomètres, enfin 80 miles, c'est ce qui est quand même Ouais, ça important. fait 117 km à peu près. Ouais, c'est ça, donc ce qui est quand même une grande bâtisse. Donc, à quoi ça Ouais, bien sûr. sert finalement? Alors, en fait, il faut voir que les frontières de l'Empire romain, hein, sont protéiformes, en fait. Hein. On n'a pas un modèle de frontière. En fait, il faut surtout pas imaginer, justement, que les frontières de l'Empire, tout autour, c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire cette immense muraille, hein, qui protège les frontières. Enfin, qui protège les provinces plutôt. Mhm. En fait, les Romains sont assez pragmatiques, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des frontières naturelles, notamment des fleuves, eh bien, c'est le cas par exemple du Rhin, c'est le cas du Danube, c'est le cas de l'Euphrate. Eh bien, ces frontières naturelles vont être utilisées comme la limite pour l'Empire. Alors là, en revanche, où on a une frontière terrestre, évidemment, on a des systèmes défensifs qui sont déployés. Et cela dès le règne d'Auguste, en fait. Alors, c'est ce qu'on a longtemps appelé le limes en latin, L-I-M-E-S, hein, qu'on a traduit souvent par frontière, mais en fait, voilà, c'est un concept, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'aujourd'hui un petit peu discuté. Déjà, c'est un mot que les Romains n'employaient pas, hein, ça veut dire route militaire tout simplement. Et en fait, c'est assez complexe. Les frontières, déjà, ont évolué au fil du temps, d'une part,
Et en fait, ce n'est pas une simple ligne. Ce n'est pas juste le mur qu'on a sous les yeux. C'est une sorte de zone tampon en quelque sorte. Mhm. Alors, ces frontières ont évolué au fil du temps. Pour faire très simple, jusqu'à l'époque d'Adrien, et ça s'est pas mal développé à l'époque des Flaviens notamment, les Romains ont développé surtout sur les frontières des réseaux de forts. Des réseaux de forts, de postes de guet, reliés par des routes. Et donc là, les routes ont un enjeu militaire tout à fait important, hein, des rocades militaires. Et justement, d'ailleurs, en Angleterre, avant qu'Adrien n'arrive, on avait un réseau de forts et une grande rocade militaire, hein, d'est en ouest, hein, qui permettait aux soldats de circuler rapidement en cas de problème. Mais Adrien, eh bien, choisit de renforcer les frontières de l'Empire. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il va déployer des murailles, donc comme celles qu'on voit en Bretagne. Alors, des murs, on en a en fait surtout donc, le mur d'Adrien en Bretagne, donc en Angleterre actuelle, qui en gros sépare l'Écosse et l'Angleterre actuelle. Alors, je rappellerai aussi que sous le règne d'Antonin le Pieux, donc qui règne entre 138 et 161, on a un autre mur qui a été construit encore plus au nord, mais qui a tenu beaucoup moins longtemps et en fait qui a été évacué dès le début du IIIe siècle en fait. Ah oui, Voilà. d'accord, donc du coup, Ça qui a a été pas. durable, voilà, parce que c'était un territoire trop compliqué à contrôler, donc les Romains ont préféré se rabattre sur le mur d'Adrien. Donc on a un mur, voilà, très bien, donc là on peut le localiser. Alors les Romains ont bien calculé les choses, hein, parce qu'en fait le mur d'Adrien, il a été construit à l'endroit où l'île est la plus resserrée en fait, hein. Donc on voit qu'il y a des considérations pratiques, hein, qui ont été considérées, qui ont été mises en place. Donc on a un mur en Angleterre, on a un mur également en Afrique du Nord. On l'oublie parfois, mais en fait, alors pas sur toute la frontière africaine, hein, parce que c'est une zone immense évidemment. Mais dans le sud de la Tunisie, de l'Algérie notamment, on a retrouvé des traces, hein, de structures défensives. Là où il y a beaucoup de passages, et notamment en fait dans les provinces africaines, on a des tribus nomades en fait, hein, qui parfois peuvent représenter une menace pour la sécurité. Donc là où on a des zones plus sensibles, Mhm. des murs ont été construits. Alors il y a aussi le cas de la Germanie. En fait, sur la frontière avec la Germanie, on a le Rhin qui constitue la frontière, et puis après, plus à l'est, quand on va vers le Danube, on a le Danube qui constitue une frontière. Et puis entre les deux fleuves, entre les sources de ces deux fleuves, on a une région qu'on appelle les champs d'Écumates. Donc ça, c'est une région qui a été conquise, hein, sous Domitien. Et en fait, Adrien, dans cette zone, hein, d'entre-deux, où il y a une fragilité en fait de la frontière, fait construire une immense palissade en bois. Donc là, on a une autre forme de frontière qui n'est pas un mur de pierre, qui est une palissade en bois, et qui d'ailleurs existe encore au Moyen Âge, ce qui montre, hein, que ça a subsisté, qu'on surnommait le mur du diable, hein, certainement pour son aspect imposant. Alors ensuite, un autre point. Je rappelle que, voilà, je l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, ces frontières, c'est pas juste une ligne. En fait, c'est une zone tampon. Si on prend le cas du mur d'Adrien, en fait, il faut savoir que on a le mur, ok, qui faisait 4 à 5 mètres, mais qui n'était pas infranchissable. Oui. Des hommes bien organisés pouvaient tout à fait le franchir. Ensuite, au nord du mur, on a des fossés défensifs. Mais on en a aussi au sud du mur. Alors pourquoi mettre des fossés défensifs au sud De du notre mur? côté, quoi, oui. Voilà, du côté romain. Alors du Mhm. côté au nord, on comprend parce que ça permet de ralentir la progression de l'ennemi. Mais en fait, lorsque le mur a été construit, la province de Bretagne était régulièrement agitée par des troubles, hein, causés par certains peuples, notamment donc dans la zone du mur en fait, hein, avec un peuple qu'on appelle les Brigantes en latin. Et en fait, Adrien, c'est une des explications, hein, a aussi construit ce mur, c'est une des raisons avancées, pour empêcher ces tribus sous domination romaine de s'allier avec, de se coaliser avec des tribus vivant au nord de la province romaine. Donc voilà, il y a une volonté de mieux contrôler la frontière. Donc ça explique aussi pourquoi, comme il y a une potentielle menace venant du sud, on développe aussi un système défensif au sud du mur. Et puis il faut imaginer aussi tout un système de tours de guet, hein, d'avant-postes, qui permettent, hein, de surveiller les mouvements. Alors, comme je disais, donc en Germanie, hein, on a quelque chose de moins monumental, hein, puisque ce sont des palissades, mais en tout cas, le principe est le même. Donc, le but de cette frontière, c'est surveiller, contrôler, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas imperméable. On peut Mhm. tout à fait passer, traverser. Et un exemple qui peut le montrer, c'est que par exemple, au nord de l'Écosse, on a retrouvé des productions notamment de céramique qui viennent du monde romain. Donc ça montre bien qu'il y avait des échanges. On a même retrouvé des traces de commerce, hein, entre l'Empire romain et le monde scandinave, hein, qui était bien loin évidemment de la domination romaine. Et puis je rajouterai autre chose aussi. Quand on regarde ce mur, quand on s'imagine tel qu'il était à l'époque, il y a une dimension idéologique aussi. Ok, c'est un mur qui n'est pas infranchissable, on peut le franchir.
c'est une frontière qui peut être traversée de part et d'autre. Mais finalement, ce mur, c'est aussi matérialiser la domination romaine. C'est l'idée aussi de marquer symboliquement les confins du monde romain. Parce que dans l'idéologie romaine, et notamment au IIe siècle, on le voit bien chez certains auteurs de l'époque, il y a l'idée que Rome, finalement, a construit un empire aux dimensions du monde. Et donc, monumentaliser cette frontière, c'est une façon de dire, bah, regardez, on a atteint les confins du monde. Et Et, là aussi, on retrouve l'imitation d'Alexandre le Grand, finalement. et séparer le monde civilisé du monde barbare aussi de manière symbolique. Voilà. Il y a une dimension idéologique aussi qui dit que, voilà, dans le monde romain, au sud de la frontière, on est dans le monde civilisé, et de l'autre côté, ce sont les barbares. Et en fait, dans le monde antique, alors grec et romain, hein, la première grande distinction qu'il y a parmi les hommes, hein, c'est entre l'homme civilisé et le barbare. Alors, il y a aussi entre l'homme libre et l'esclave, hein, mais cette distinction, elle est essentielle. Et cette distinction, d'ailleurs, se renforce à mesure qu'on avance dans l'histoire de l'Empire. Mhm. À l'époque plus tardive, hein, 3e, 4e siècle, on va de plus en plus parler de ce qu'on appelle le barbaricum, c'est-à-dire le monde des barbares. Et on va davantage désigner le monde romain comme un monde beaucoup plus unitaire, en fait, finalement, qui fait bloc face à cette menace barbare, à cet autre monde qui constitue de plus en plus une menace, en quelque sorte. Ah oui, oui, je vois. C'est vraiment aussi une affirmation de l'identité romaine aussi de manière, enfin, encore un peu plus forte comparée à l'extérieur. Donc, dans ces voyages d'Adrien, il y a toute cette partie, donc tu expliquais vraiment, voilà, reconfiguration, renforcement militaire aussi des frontières. Après, un père expansionniste, on a un fils. Donc adopté, on le rappelle, mais qui est dans la consolidation, qui avait peut-être aussi repéré hein, les fragilités structurelles de l'Empire, mais il y a aussi toute une dimension culturelle aussi dans ces voyages. On l'appelle, on le surnomme le petit Athénien, le petit grec, c'est ça, Adrien, parce qu'il a une, Ah, ouais, le petit grec, ouais. parce qu'il a, Littéralement, ouais. il a une grande appétence pour le monde grec et pour la culture hellénistique, et qu'il va développer parce qu'il va voyager aussi pour la culture, voyageant notamment à Babylone pour voir les merveilles du monde. Aussi, il avait aussi cette portée-là quand il voyageait. Alors tout à l'heure, tu as parlé un petit peu du Grand Tour, tu as fait le parallèle. Et Mhm. justement, finalement, la logique des voyages d'Adrien, en tout cas pour les voyages à but culturel, parce que si on résume un petit peu ce qu'on dit depuis le début, quand on regarde, en fait, il y a trois grandes raisons du voyage. Les raisons militaires, les raisons politiques lorsqu'il va visiter les cités pour répondre à leurs besoins, les aider, etc., les aider à se développer, renforcer la fidélité, et puis en effet des voyages qui ont plus une dimension personnelle. Et quand on regarde, en fait, finalement, Adrien qui est... alors, ce que je veux dire est un peu anachronique, mais finalement, de mon point de vue, on peut comparer un peu Adrien avec un humaniste. C'est-à-dire, alors pas humaniste au sens, voilà, qui a de l'empathie pour les autres, hein, mais humaniste au sens Renaissance du VIe siècle, c'est-à-dire euh, un désir de connaissance dans une multitude de domaines finalement, qui Mhm. permet un accomplissement de soi en quelque sorte. Et en fait, et ça, les sources sont assez unanimes hein, sur ce point. Adrien est intéressé par des domaines aussi variés que les arts, que la littérature, la peinture, l'architecture, la musique, la grammaire, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, non seulement il lit des choses qui concernent ces domaines, mais il les pratique lui-même. On raconte qu'Adrien peignait. On raconte qu'Adrien dessinait lui-même les plans de ces bâtiments, enfin des projets architecturaux. On pense, par exemple, à Rome, une des grandes réalisations d'Adrien, c'est le Panthéon, avec sa fameuse coupole. Et on pense que, voilà, c'est quand on lit les textes, hein, c'est probablement Adrien lui-même qui a dessiné les plans du fameux Panthéon de Rome, hein, qui est un des temples les mieux conservés du monde romain. Wow. D'ailleurs, cette coupole et cette forme circulaire hein, qui est bien préservée aujourd'hui, elle rejoint cette idée de domination universelle qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure hein, avec les frontières. Donc voilà un exemple hein, l'image du Panthéon, alors qui était construit à l'époque d'Auguste, hein, mais qui a été complètement remanié par Adrien. Alors, je reviens donc sur ces voyages. En fait, Adrien donc, est vraiment versé dans tous ces domaines du savoir, hein, dans tous ces domaines de connaissances, et il pratique, hein, il s'adonne à ces disciplines. Alors l'astrologie aussi, par exemple, etc. Et en fait, lors de ses voyages, eh bien, il cherche à voir sur le terrain ce qu'il a rencontré dans ses lectures. Un peu comme voilà, les touristes du XVIIIe siècle, finalement, dans le Grand Tour, qui, après avoir reçu une solide éducation, vont faire leur parcours en Italie, en Grèce, etc. Alors, dans la dimension culturelle de ces voyages, effectivement, tu as parlé des merveilles du monde, et c'est vrai qu'Adrien se rend sur certains sites absolument illustres de l'Antiquité. Alors, il s'agit surtout de sites dans le monde oriental, dans le monde grec et oriental, moins dans le monde occidental. De toute façon, Adrien a beaucoup moins voyagé en Occident. Mhm.
L'essentiel de ces voyages, c'est plutôt en Orient, donc Grèce, Asie mineure, Syrie, Égypte aussi, qui tient un rôle important dans ces voyages. Alors en Grèce, il y a Athènes évidemment. Athènes, voilà, c'est la capitale culturelle qui exerce une fascination encore à l'époque très très vive. Et en plus, au IIe siècle, on a une époque où, sur le plan intellectuel, il y a un véritable renouveau un petit peu de la culture grecque, c'est ce qu'on appelle la seconde sophistique, un mouvement où on va glorifier le passé glorieux des cités grecques. Et Adrien est très sensible à cela, en fait. Et justement, il se rend sur des lieux qui sont emblématiques de l'histoire grecque. Alors, par exemple, il se rend sur les sites, le site de Troie, où se trouvent les présumées ruines de la ville de Troie. Il se rend sur les tombes de certains héros, même, sur ce qui est considéré comme la tombe d'Ajax, par exemple, ou d'Achille, de certains héros de la guerre de Troie, ou de certains grands généraux thébains, comme Épaminondas, par exemple, etc. Alors, il va aussi sur les tombes. Donc là, c'est un peu un tourisme de mémoire, en quelque sorte. Par exemple, en Égypte, il se rend à Péluse, sur le lieu où se trouve la tombe de Pompée. Alors, je rappelle que Ah Pompée, oui. donc le général Pompée, qui a été, alors, on voit dans la série Rome, par exemple, qui est vaincu par César en 48, lors de la bataille de Pharsale, va en Égypte retrouver le roi Ptolémée, il espère trouver un accueil, et en fait, à peine arrivé sur place, il est mis à mort. Et donc, son tombeau a été érigé sur place. Et en fait, lorsqu'Adrien arrive, c'est ce que nous disent certains poèmes d'époque impériale, on dit que ce tombeau, compte tenu du prestige de l'homme qui l'abrite, il est en bien mauvais état, il est bien modeste. Et donc, on apprend qu'Adrien, voilà, donc Péluse, c'est au nord-est du delta Tout à fait, du c'est Nil. là, ouais. Voilà. Et donc, Adrien entreprend de restaurer la tombe de Pompée. Donc, on voit qu'il y a un souci, voilà, d'honorer en fait les hommes du passé. Alors, il va à Alexandrie ensuite, donc c'est probable qu'à Alexandrie, et c'est même certain, même si les textes ne le disent pas, qu'il ait vu la tombe d'Alexandre le Grand. On sait que Auguste et plus tard encore Septime Sévère ont été voir cette tombe, parce que Alexandre le Grand reste une figure qui fascine. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez connue d'Auguste, enfin, à l'époque Octavien, qui était à Alexandrie, et il va voir le tombeau d'Alexandre le Grand, et puis ensuite on lui propose d'aller voir d'autres tombeaux de rois de la dynastie des Ptolémées. Et il répond: je suis venu voir un dieu, en parlant d'Alexandre, et non pas des morts. Donc ça montre bien que, aux yeux des Romains, Alexandre est vraiment une figure héroïque en quelque sorte. Donc ça, En fait, on se rend compte à quel point il est bercé dans cette fascination-là, et à quel point aussi, à travers lui, on sent un travail sur le passé, sur la mémoire, Oui, qui est très présent dans le monde romain aussi. Oui, tout à fait, ouais. Et en fait, on peut presque dire qu'il y a déjà une fascination pour les ruines finalement, dans le monde antique y compris. On pourrait presque parler d'une archéologie à l'antique en quelque sorte. Bon, même s'il n'y a pas de fouilles, mais en tout cas, il y a un intérêt pour ces vestiges. Alors, justement, on sait qu'il se rend en Égypte, et en Égypte, il en profite pour voir certaines merveilles qui, à l'époque, sont de véritables curiosités touristiques. Alors, il y a Alexandrie, évidemment. Il est probable qu'il aille jusqu'aux pyramides. On a des indices qui le laissent supposer. Et puis, il va pousser jusqu'au sud, dans la région de Thèbes. Donc, là où se trouvent les sites de Luxor et de Karnak. Donc voilà, on voit ici Thèbes. Alors, à Thèbes, il y a la vallée des rois, évidemment. Il y a notamment deux vestiges qui fascinent les Romains, qui est ce qu'on appelle les colosses de Memnon. En fait, ce sont deux grandes statues monumentales du pharaon Amenophis III, donc du Nouvel Empire. Et en fait, à l'époque d'Adrien, ces statues sont en ruine. Et elles le sont, enfin, les Romains de l'époque d'Adrien voyaient ces statues comme on peut les voir encore aujourd'hui. Et alors, elles ont été détruites lors d'un tremblement de terre qui a eu lieu sous le règne d'Auguste. Et en fait, il y a une anecdote qui circule dans tout le monde antique, dans tout le monde romain, qui dit que ces statues chantent. Alors, ça peut paraître un peu étrange que des statues chantent C'est et rare. soient animées, mais attention, dans le monde romain, on considère qu'une statue qui est dans un temple d'une divinité est habitée par le dieu. C'est pas juste une image, c'est quelque chose qui est vivant en quelque sorte. Et donc, on appelle alors ces statues colosses de Memnon. Pourquoi? Parce que Memnon, en fait, c'est une figure de la mythologie qui est le fils de l'aurore. L'aurore incarnée, donc le lever du soleil. Et en fait, cette statue est réputée chanter au lever du soleil. Alors pourquoi? En fait, il y a une explication scientifique qui est apportée, c'est que comme la statue était endommagée lors du séisme, eh bien, il y a des fissures qui la parcourent. Et avec la chaux, donc voilà les fameux colosses de Memnon. Et donc avec la chaleur du soleil qui pénètre à l'intérieur de ces fissures,
on pense qu'il y avait peut-être des sons qui étaient émis, hein, la pierre qui était travaillée, qui devait peut-être craqueler. Bon, dans quelle mesure est-ce que c'était perceptible? Bon, c'est difficile à savoir, mais en tout cas, les textes nous rapportent que voilà, c'était une manifestation divine et que la statue chantait en quelque sorte. Et donc Adrien entreprend d'aller voir ces statues pour constater le phénomène, parce qu'il est très curieux. Alors on a tout un poème, et ça c'est assez intéressant, hein, qui est conservé parce qu'on sait qu'il y avait une poétesse, hein, qui s'appelait Julia Balbilla, qui était une grande amie de l'impératrice Sabine, et qui a composé tout un poème qui raconte la venue d'Adrien auprès de ces statues. Alors on raconte que le premier jour, rien ne s'est produit, que la statue est restée muette. Mais que le deuxième jour, finalement, pour rendre hommage à l'empereur en quelque sorte, face à sa majesté, elle s'est manifestée. Alors, pour la petite anecdote, l'empereur Septime Sévère, donc, qui règne un petit peu plus tard, hein, entre 193 et 211, va aussi en Égypte, hein, et il entreprend de faire restaurer les statues, comme pour voilà, honorer le site, sauf qu'en fait, ça met fin au phénomène. Donc à partir de là, la curiosité disparaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je parlais du poème à l'instant, en fait, ce poème, on l'a retrouvé gravé sur le piédestal de la statue, parce que les touristes antiques, entre guillemets, qui se rendaient sur ce site, laissaient des graffitis. Comme bon, on peut le voir aujourd'hui, hein, avec des sites Ah. qui sont dégradés, des touristes qui leur tracent de passage. Eh bien, dans l'Antiquité déjà, certains Romains qui voyageaient laissaient donc la trace de leur passage. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir les pratiques de l'époque en la matière. Ouais, en fait, c'est passionnant parce que on se rend compte qu'il existait donc déjà une appétence pour les ruines, c'est ce que tu disais. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, il y avait déjà presque des considérations que nous, on aura plus tard dans la conservation du patrimoine, avec on rajoute notre touche à quelque Oui, chose qui existe déjà pour, on va dire, le faire rentrer ouais. un petit peu plus dans notre patrimoine aussi. Oui. Puis on le voit aussi avec le tombeau de Pompée, hein, qui est restauré par Oui. exemple. Voilà, on voit qu'Adrien a le souci en effet, hein, d'entretenir certains sites, enfin, en tout cas de les magnifier ou les protéger. Mhm. Alors, là, on a pas mal parlé de sites monumentaux, de sites historiques, hein, et il y a aussi les sites naturels qui intéressent beaucoup Adrien. Et on a notamment un récit où on voit qu'Adrien, de voyage en Sicile, donc là on est à la fin de la première tournée de voyage, hein, en 125 probablement, eh bien, escalade l'Etna, alors qui est en pleine activité actuellement. Mhm. Il escalade l'Etna pour aller observer le lever du soleil depuis le sommet de l'Etna. Alors en fait, cette anecdote, elle permet de rappeler que les Romains avaient une fascination aussi, donc on vient de le voir pour les merveilles du monde, hein, on pense aux 7 merveilles notamment, mais également pour les phénomènes naturels, et notamment pour le volcanisme. En fait, les Romains sont fascinés par les volcans et notamment par l'Etna. Et d'ailleurs, on a même un poème, hein, qui existe, donc voilà l'Etna. On a un poème qui s'appelle l'Etna, justement, et qui décrit les éruptions. Alors, les Romains considèrent alors, que c'est une manifestation surnaturelle, ils considèrent que c'est la forge d'Héphaïstos, première interprétation. Ils racontent également que c'est sous l'Etna qu'a été enfermé le terrible monstre Typhon et que les éruptions volcaniques, en fait, sont des manifestations de ce monstre, pardon. Donc voilà, il y a un véritable intérêt pour tout cela. C'est ce que les Romains appellent en latin les mirabilia, c'est-à-dire tout ce qui peut étonner en fait, Mhm. tout ce qui peut émerveiller dans la nature. Donc ça peut être par exemple une montagne exceptionnelle, ça peut être un volcan, ça peut être également par exemple se rendre auprès de sources dont les eaux sont réputées avoir des propriétés spécifiques. Alors de même en Syrie, hein, Adrien se rend au sommet d'une montagne, hein, qui est dédiée à un Zeus local, hein, et voilà, lui rend un hommage. Donc, on a aussi une fascination pour les lieux naturels. Et puis, Adrien est aussi intéressé par la nature parce qu'il pratique la chasse, hein, de façon très très assidue. Déjà durant sa jeunesse, alors on dit qu'il chassait tellement que Trajan a dû le calmer un petit peu pour l'obliger à se concentrer davantage sur sa carrière politique. Mais on voit que durant ses voyages, hein, il chasse assez fréquemment. Alors, il va chasser le sanglier en Toscane, par exemple. Il va chasser en Asie mineure. Il va chasser des ours. Alors, par exemple, en Asie mineure, sur le lieu où une femelle ours a été tuée, ils fondent carrément une ville qui s'appelle Adrianotéraï en grec, qui signifie les chasses d'Adrien. Et puis en Égypte, on sait même qu'il chasse le lion. Donc on voit qu'il n'hésite pas à se mettre en danger. On sait même que lors d'une partie de chasse, hein, il est blessé, il se casse une côte, donc ça montre que voilà, il prend même des risques, hein, pour assouvir ce plaisir. Alors c'est un plaisir évidemment, mais c'est aussi une façon autour de lui d'inviter ses amis et puis de nouer des relations avec certains proches, certains membres de l'élite. Parce qu'à l'issue des parties de chasse, alors il y a des sacrifices qui peuvent être faits aux divinités comme Diane par exemple, hein, déesse de la chasse, et puis après la viande est partagée au cours d'un banquet. Mhm.
Donc la chasse a vraiment une dimension socio-culturelle importante parce que elle manifeste aussi les vertus guerrières de l'empereur finalement, dans le cadre de la chasse. Ça montre sa puissance, ça montre voilà, ce qu'on appelle en latin la virtus, hein, c'est-à-dire la force virile, qui le rend apte en fait à gouverner et à commander aussi. Alors justement, là on a fait un tour de, on va dire, de Adrien visiteur, mais aussi je m'intéresse aussi au fait que il est, donc comme on l'expliquait, il y a les villes vont mettre beaucoup de moyens dans l'accueil de l'empereur et de sa cour. Est-ce qu'il y a des avantages qui vont être tirés par ces villes-là? Est-ce que l'empereur peut se dire j'ai été vraiment très bien accueilli, les gens sont cultivés, j'aime bien cette ville. Est-ce que je peux lui conférer des avantages? Est-ce que je peux lui en retirer aussi si ça ne s'est pas bien passé? Mmh mh. Oui, alors ça, en fait, c'est extrêmement important pour comprendre comment fonctionne l'Empire. En fait, l'Empire, c'est pas je le dis un peu en introduction du livre, hein, c'est pas un monobloc en quelque sorte, c'est pas un monolithe. Il faut considérer qu'en fait, l'Empire, c'est une multitude de cités, un peu une constellation de cités sous l'autorité de Rome. Et en fait, les dynamiques de l'Empire, c'est quoi? C'est un dialogue entre les cités et le pouvoir impérial. Et l'enjeu majeur, c'est pour l'empereur d'obtenir la fidélité des cités et pour les cités, en retour, d'obtenir des privilèges. Alors, il n'est pas obligé que l'empereur vienne sur place pour en retirer. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, par les échanges et par la correspondance, on peut correspondre avec l'empereur et à distance, l'empereur peut confier des privilèges. Alors, un bon exemple, hein, c'est à Lyon, par exemple. Hein. L'empereur Claude, dans les années 40 après Jésus-Christ, hein, en 48, prononce un discours au Sénat où, pour les élites des Trois Gaules, eh bien, il permet l'accès au Sénat. Et le discours qu'il a prononcé au Sénat est ensuite exposé à Lyon. C'est ce qu'on appelle les tables claudiennes, enfin la table claudienne, et qu'on peut retrouver aujourd'hui au musée Lugdunum. Bref, donc ça montre que voilà, l'empereur n'est pas obligé de venir. Mais si l'empereur vient dans la cité, eh bien évidemment, pour les cités, c'est une occasion rêvée. Peu de provinciaux ont dans leur vie une chance de voir l'empereur en fait, en chair et en os. Donc vraiment se dire que pour une cité, que l'empereur entre dans la ville, c'est quelque chose de fondamental. C'est un événement marquant, un événement fondateur. À tel point d'ailleurs que certaines cités vont carrément faire recommencer leur calendrier, le compute des années, au moment où l'empereur entre dans la cité. Ah C'est ce qu'on oui. voit à Gaza, par exemple. Et justement, donc, accueillir l'empereur, c'est montrer la fidélité, on va voilà, lui rendre hommage, on va célébrer des sacrifices en compagnie de l'empereur. Et ensuite, tout l'enjeu, ça va être voilà, d'obtenir des privilèges. Alors, quels sont les privilèges qu'une cité peut espérer? L'un des principaux privilèges, évidemment, c'est de nature fiscale, c'est-à-dire obtenir un allègement des taxes. Ça peut être un premier point. Obtenir des avantages, obtenir des gratifications de l'empereur. Et également, et ça c'est très important, en fait, les cités n'ont pas toutes le même statut. On a des colonies, on a des municipes, on a des cités dites pérégrines, c'est-à-dire soumises à Rome, qui payent un tribut et qui sont majoritaires. Et donc, l'empereur peut décider, lorsqu'une cité s'est distinguée, eh bien, de lui accorder une promotion en quelque sorte. C'est-à-dire, par exemple, voilà, un municipe pourra devenir colonie, ce qui est encore plus prestigieux. Une cité pérégrine pourra se voir accorder tel ou tel statut ou tel droit. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'à chaque fois, on a des enjeux fiscaux qui sont tout à fait considérables, mais également des enjeux symboliques. En Orient, en fait, il faut savoir que déjà à l'époque grecque, déjà à l'époque hellénistique, les cités sont en véritable compétition entre elles. Alors, à l'époque grecque classique, ça peut passer par la guerre. C'est ce qu'on appelle l'agone en grec, hein, Mhm. AGON, la compétition, mais voilà, avec une dimension de rivalité très forte. Hein. Mais à l'époque romaine, cela se fait de façon pacifique. Alors, une des façons de le faire, par exemple, c'est les jeux et les concours, notamment athlétiques, par exemple, où les cités vont essayer de gagner le plus possible de victoires en envoyant des athlètes. Donc ça, c'est un point important, mais également essayer de s'illustrer auprès de l'empereur. Par exemple, l'empereur, en Orient, peut décider d'accorder à une cité le titre de métropole. Bon, techniquement, sur le statut administratif, ça ne change pas grand-chose, mais d'un point de vue honorifique, ça veut dire que c'est une cité qui, dans la province, va avoir une certaine prééminence, en effet. Et puis, donc là, on a parlé de fidélité surtout. Mais il arrive, en effet, que certaines cités se voient retirer leurs privilèges. Alors, soit d'Adrien, il n'y a pas d'exemple, mais on en a sous le règne de Marc Aurèle et de Septime Sévère. Par exemple, sous Septime Sévère, on a un usurpateur qui s'appelle Avidius Cassius, qui en Syrie, voilà, prend le pouvoir, croyant que l'empereur est mort. Bon. Et Marc Aurèle, qui reprend les choses en main, décide de punir certaines cités en leur ôtant leurs privilèges. Mhm. Donc on voit que ça peut aussi voilà, être dans les deux sens en fait.
Oui, c'est ça. Donc on peut vraiment gagner ou perdre beaucoup avec un empereur qui vient. Alors justement, il est déjà 22 heures, on avance dans cette émission et on va doucement se rapprocher de la fin. Mais Dimitri, je voulais voir aussi avec toi, justement, tu parlais que l'importance de l'arrivée de l'empereur dans une ville pouvait faire recommencer presque le calendrier. Où est-ce qu'en est à ce moment-là? Est-ce que c'est aussi pas une manière de propager le culte de l'empereur? Où en est à ce moment-là Adrien dans le culte de l'empereur? Et est-ce qu'il va le diffuser ou au contraire, on va dire, apaiser les choses? Alors, déjà peut-être rappeler ce qu'est le culte impérial en fait, ça me Bien semble sûr. important. C'est important de rappeler qu'en fait, dans le culte impérial, l'empereur n'est jamais divinisé de son vivant. Ça, c'est un point extrêmement important, ce qui n'était pas le cas chez les rois hellénistiques. Les rois hellénistiques étaient vénérés, recevaient un culte en fait dès leur vivant, notamment chez les Ptolémées qui s'inscrivent dans la tradition pharaonique en fait, je le rappelle, Tout à fait. Égypte. En fait, là une fois de plus, il faut remonter à Auguste pour comprendre les choses. En fait, qui est la première personne à être divinisée? C'est César, même s'il n'était pas empereur, mais voilà, après la mort de César, Octavien décide de le faire diviniser. Alors, quand un membre de la famille impériale est divinisé, justement, il y a une nuance. Il n'est pas un dieu, il n'est pas Deus en latin, il est divus, c'est-à-dire divin, ce qui marque une petite hiérarchisation par rapport aux dieux. Il est un peu en dessous quand même. Mhm. Mais pour recevoir ce qu'on appelle l'apothéose, c'est-à-dire la divinisation, il faut être mort. Donc, seuls les empereurs morts, en fait, peuvent recevoir l'apothéose et donc bénéficier d'un culte. Par contre, lorsqu'il est vivant, traditionnellement dans les cités, on va rendre un culte à ce qu'on appelle le génie de l'empereur, c'est-à-dire une sorte d'esprit protecteur en quelque sorte. Une fois de plus, parce que Auguste ne veut pas paraître comme un monarque oriental, en fait. Alors ensuite, là où ça se complique, c'est qu'à l'époque, notamment des Antonins, mais ça commence un petit peu de l'époque d'Auguste finalement, dans les cités d'Orient. En Occident, on s'en tient à ce que je viens de dire. Mais dans les cités d'Orient, où on avait l'habitude en fait de rendre le culte au monarque dès son vivant, les choses sont un petit peu plus complexes. Et en fait, finalement, pour les cités d'Orient, le glissement du culte rendu au génie de l'empereur vers le culte rendu directement à l'empereur se fait assez facilement. Et dans certaines cités d'Orient, c'est le cas à Éphèse par exemple, on le voit notamment sur les monnaies, on n'hésite pas à associer directement Adrien à Zeus. Donc ça montre que dans le monde oriental, le passé notamment hellénistique fait que les cités ont moins de scrupules, et ça ne gêne pas l'empereur de toute façon, à affirmer voilà, ce pouvoir, cette dimension divine. Et je voudrais insister sur un point au niveau de la chronologie un petit peu plus large en fait. À mesure qu'on avance à l'époque antonine, et surtout sous la dynastie des Sévères, on observe un renforcement du caractère sacré du pouvoir et même du caractère monarchique en quelque sorte. Avec l'époque des Sévères, alors la maison impériale, la famille impériale, c'est ce qu'on appelle la domus. Ça veut dire à la fois la maison, le bâtiment, mais aussi la famille. À l'époque des Sévères, on n'hésite plus à parler de domus divina, de maison divine. Donc on a quelque chose d'important qui se met en place, qui va se confirmer à l'époque tardive, où le caractère divin de l'empereur est davantage affirmé. Et ça se marque notamment au IIIe siècle, par exemple avec le règne d'Aurélien, où l'empereur va très clairement s'associer par exemple à Sol Invictus, le soleil invaincu. Et on va retrouver ça jusqu'à l'époque de Constantin. Donc on a progressivement voilà, un renforcement de ce caractère divin du pouvoir. Il y a les élèves du CAPES qui sont contents et qui remercient pour le point sur le culte impérial. Parce qu'il y en a dans le chat, qui sont en mode merci beaucoup pour la précision. Non mais c'est une nouvelle fois très, très intéressant. Alors franchement on aurait pu encore parler de plein de choses, mais on a fait un bon tour, je trouve, d'horizon de cet empire avec les voyages d'Adrien. Pour terminer, j'aimerais avoir deux mots déjà sur l'ouvrage de Marguerite Yourcenar. Est-ce que tu l'as lu? Qu'est-ce que tu en penses? Je rappelle, c'est un ouvrage où cette fois Marguerite Yourcenar est dans la peau d'Adrien, parle à la première personne et fait presque une sorte de carnet de voyage en fait des voyages d'Adrien. Alors, donc c'est Mémoires d'Adrien en fait de Yourcenar. Tout à fait. Alors, il faut rappeler que Adrien avait écrit ses mémoires. On sait par les textes qu'il avait écrit ses mémoires, mais le texte a complètement disparu. On le connaît seulement parce qu'il est mentionné et qu'on a quelques références dans les sources antiques. Donc en fait, Yourcenar a entrepris d'écrire, d'imaginer ce qu'auraient pu être ces mémoires d'Adrien. Et Yourcenar, en fait, quand on regarde l'œuvre dans le détail, a fait un travail de recherche absolument admirable. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est très très bien documenté. Et on voit également, en fait, dans le degré de détail qu'il y a dans cette œuvre, qu'elle a fait des recherches très poussées,
en allant solliciter des sources qui ne sont pas forcément les plus faciles d'accès. Donc finalement, elle a vraiment fait un travail d'historien qui a essayé de collecter les sources pour les inscrire dans un récit. Alors ensuite, autre point, c'est une œuvre évidemment qui est très marquante pour sa qualité littéraire aussi, parce que c'est un chef-d'œuvre, c'est un monument de la littérature française. Alors ensuite, bon, du point de vue historien, une petite limite quand même. Elle fait en fait ce que l'historien ne doit pas faire, qui est en quelque sorte d'essayer de restituer la psychologie d'un personnage. Évidemment, c'est une œuvre littéraire, donc cela peut se comprendre, mais en tant qu'historien, évidemment, on doit s'en tenir aux sources, donc il ne faut pas essayer de deviner les pensées, la psychologie des personnages du passé. Par contre, Marguerite Yourcenar a très largement donné une dimension psychologique en fait à son œuvre, et Et notamment un peu sur le modèle des pensées de Marc Aurèle finalement, en essayant de se mettre dans la peau d'Adrien et voilà, d'imaginer ce qu'a pu être sa vision du pouvoir, son histoire personnelle aussi par exemple. Donc voilà, mais en tout cas, ça reste évidemment une œuvre incontournable, tant pour l'historien que pour l'amateur de littérature. Ouais. un double exercice intéressant de recherche historique, mais en même temps littéraire pour Yourcenar. Donc, si vous le voulez, allez-y. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlaient de séries, d'œuvres, on va dire, très grand public. Est-ce que toi, du coup, qui as ce regard, évidemment expert, mais j'imagine toujours quand il y a quelque chose qui sort sur la Rome antique, tu as envie de le regarder et tu te dis qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a une œuvre qui te satisfait aujourd'hui dans le cinéma, dans la série, où tu te dis c'est pas mal, ce qu'ils ont fait là, c'est pas mal? Alors bon, en termes de péplum, alors personnellement, je suis fan de Gladiator, mais d'un point de vue cinématographique, parce que du point de vue historique, c'est bon, complètement inventé. D'accord. Voilà, il y a peu de réalité. Enfin voilà, c'est avant tout une œuvre de fiction et de cinéma. Bon. Alors ensuite, bon, sur le monde romain, je trouve que la série Rome, en fait, est assez intéressante. Bon, du point de vue de la trame historique, la trame narrative, évidemment, pour les besoins du scénario, il y a beaucoup de simplifications, il y a beaucoup de raccourcis, voilà, d'exagérations parfois. Mais par contre, je trouve que pour finalement se figurer ce que pouvait être le quotidien, la culture matérielle de l'époque, et également ce à quoi ressemble la Rome de l'époque, je dis souvent à mes étudiants en licence, faut pas, en histoire de l'art, il ne faut pas s'imaginer une ville blanche de marbre, complètement immaculée, comme on le voit parfois dans Gladiator, comme on le voit encore plus dans Dieu Péplum aussi. Mhm. Et au contraire, c'est une ville qui est très colorée. En fait, l'Antiquité est un monde de couleurs, contrairement à ce qu'on imagine parfois. On voit souvent des statues blanches, un peu monotones finalement, un peu monocordes, alors qu'en réalité, c'était voilà, un monde rempli de couleurs. Et donc, cette série, en fait, je trouve, a assez bien restitué finalement ce que pouvait être le monde antique, enfin en tout cas la ville de Rome à l'époque de César. Alors après, j'ai commencé aussi, donc du point de vue voilà, culturel, je trouve ça assez intéressant à regarder pour la vie quotidienne. Après, après ils sont tombés quand même dans certains travers, je trouve, notamment bon, tout ce qui est du point de vue sexuel, bon, l'image de Cléopâtre, voilà, bon, là c'est un petit peu romancé, on reprend certains poncifs. Alors, en autre œuvre de fiction récemment, j'ai vu, alors j'ai commencé mais j'ai pas fini, la série Barbarian sur Mhm. Netflix, Mhm. alors qui est assez intéressante. J'ai trouvé que finalement, déjà le point de vue, enfin adopter le point de vue des barbares était assez intéressant. Et je trouve, bon, d'après ce que j'ai pu voir du premier épisode, il y a des choses qui, voilà, me paraissent assez justes finalement, et n'ont pas caricaturé, voilà, la vision qu'on peut avoir des barbares finalement. Donc ça me semble assez intéressant. Alors, sur d'autres supports, en BD, je signalerai aussi la BD Murena, qui est assez intéressante. Bon, là aussi, dans certains numéros, alors qui traite du règne de Néron, je le rappelle, dans certains volumes, bon, il retombe dans certains travers des clichés de l'époque romaine. En BD, je signalerai aussi une autre BD qui me plaît pas mal, qui est Arelate, Arelate, c'est Arles en fait, c'est le nom de Arles dans l'Antiquité, et qui est faite enfin, qui est conçue en partie par des archéologues du musée de l'Arles antique, et qui est assez fidèle finalement au monde antique parce que il s'appuie pas mal sur les découvertes archéologiques, donc c'est très bien documenté. Donc je la conseille vivement. Donc voilà, à relater. Mhm. Et puis donc voilà pour ce qui est des œuvres. Alors après, bon là c'est plus pour le monde grec, mais bon là évidemment ce que je veux dire c'est bien connu, mais je trouve que le Assassin's Creed, donc Odyssée, permet aussi vraiment de se plonger dans le monde antique. Et tout à l'heure je parlais des couleurs, aussi de l'ambiance des sanctuaires, etc. un petit peu. Mhm. Je trouve que quand on joue à Assassin's Creed Odyssey, on plonge aussi dans ce monde.
ça aide assez bien à se figurer voilà, ce à quoi ça pouvait ressembler. Le vécu qu'on pouvait avoir dans une ville ou dans un temple antique. Je suis d'accord, en plus il y a des Discovery Tours qui sont disponibles, voilà. Et puis franchement, quand on arrive dans Athènes, dans Assassin's Creed Odyssey, c'est une claque incroyable, et c'est vrai qu'on est tout de suite pris par cette couleur, par cette ambiance, c'est vrai. Et c'est souvent ce que je disais quand je jouais au jeu, c'est que, et en faisant mes études d'histoire, c'est ce que souvent me disaient mes profs d'histoire antique, c'est en mode arrêtez de croire que tout est blanc, il y avait de la couleur, d'accord? Il y avait de la couleur. Ouais. Les statues, les temples, voilà, tout était peint, les vêtements aussi. Enfin, il faut imaginer un monde assez bigarré, et puis également un monde cosmopolite aussi. Parce que à Rome, on a des marchands orientaux, on a des gens qui viennent de Gaule, donc voilà, il y a aussi beaucoup d'échanges, une multitude de langues, une multitude de cultures, et je pense que c'est intéressant, enfin, c'est important de le dire aussi, à l'heure où parfois l'Antiquité peut être instrumentalisée d'un point de vue politique. Et du coup, ça me semble important de rappeler aussi voilà, que c'est un monde aussi assez cosmopolite finalement que le monde romain. De voyage et d'échange, donc un petit peu comme le thème qu'on a fait ce soir sur Adrien, mais l'empereur aussi représente pas mal de choses qui se passent dans son empire, justement. Merci beaucoup, Dimitri, d'être venu discuter. Je te remercie d'être venu, d'avoir pris 1 heure avec les gens sur le chat. Il y avait plus de 5000 personnes à un moment donné qui ont regardé le live, donc merci beaucoup à toi d'être venu. Surtout, tu as des journées... à toi pour l'invitation. Ouais. Ah oui, mais surtout, tu as des journées chargées. Mais ça, quand je te dis, tu es disponible, il me dit les journées sont chargées, donc bon courage à toi. Et comme tous les enseignants d'ailleurs en ce moment, parce que vous êtes sur le front, quoi. Ça travaille pas mal. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dimitri. À très bientôt. Je te souhaite une excellente soirée, et les gens te remercient très chaudement dans le chat. Donc, merci à tous. Écoutez et suivi. Pour cette intervention. Je vous le rappelle aussi, et j'en profite pour vous le dire, il y a cet ouvrage, donc Les Voyages d'Adrien, sur les traces d'un empereur nomade, donc qui est disponible. Hop, je le mets juste ici. Et il y a aussi un autre ouvrage que tu as écrit qui est L'Empire romain par le menu, où cette fois-ci on parle plus d'art culinaire romain. Donc si ça vous intéresse, et pour, on va dire, continuer sur ce sujet, sur la thématique de la Rome antique, n'hésitez pas à aller regarder ça. Merci beaucoup, Dimitri. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bon, messieurs, dames, c'était encore une fois un live, c'était trop bien, on s'est encore régalé, c'était... quel plaisir de retrouver la live histoire. Quel plaisir encore, hein. Incroyable, hein. On s'est régalé. On a appris tellement de trucs, ça faisait du bien de faire de la Rome antique, ça faisait longtemps que j'en avais pas discuté, ça m'a replongé sur plein de notions, sur la Virtus que j'avais oublié, sur comment se repositionner l'empereur par rapport au reste de l'organisme politique finalement, et aussi on a parlé du voyage, et moi c'est vrai que la thématique du voyage c'est quelque chose que je n'avais pas du tout abordé dans mes cours, et j'avais complètement oublié le fait que qu'il y avait des professeurs, enfin des empereurs, pardon, qui étaient vraiment des voyageurs et qui voyageaient pour de multiples raisons, militaires, mais pas que, et c'est bon aussi de le rappeler, et parler que le voyage est une notion très 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 importante dans cette Rome antique. Voilà, c'était mon premier histoire, quel plaisir ce fut. Et bien écoute, Drarsir, merci beaucoup pour le retour. Sache que, eh bien, si tu as raté le début de ce live, il sera disponible en rediffusion, comme l'ensemble de ces lives, des lives histoires, qui sont disponibles en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez raté les précédents, vous avez le droit à une séance de rattrapage, et sinon si vous voulez vous les écouter en allant au travail, le soir dans votre lit, ou en vous réveillant au calme, vous avez aussi disponible la possibilité de les écouter tous en podcast sur les différentes plateformes, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict. Donc n'hésitez pas, mettez des étoiles, ça fait trop plaisir les étoiles, ça nous référence de ouf sur Apple Podcast, et ça régale.